PFL, il n'y a pas d'athlètes africains qui sont dedans, c'est les athlètes de la diaspora, tout ça. Ouais. Je n'étais pas d'accord avec lui, jusqu'à ce que Francis Ngannou dise que lui, il n'est pas venu à l'événement du PFL parce que ce ne sont pas des athlètes africains. J'allais poser la question parce que j'ai vu que Francis n'est pas venu, mais il ne savait pas pourquoi en fait. Il a dit que lui, il n'est pas venu. Il y a eu un peu de clash entre lui et PFL par rapport au fait qu'il ne s'est pas présenté à l'ouverture de PFL Afrique. Il y a un Burkinabé au PFL que j'apprécie beaucoup, Sankara. Ouais, Sankara, je suis. Tu le connais? Oui, je connais très bien. Moi, je respecte beaucoup Sankara. On a même un peu tourné pour la préparation de mon combat. Ah ouais? Non, Sankara, il est bon. Ouais. Donc, tu t'intéresses beaucoup aux arts martiaux, tout ça à la blague? Ouais. Ok, super. Tu as l'UFC donc? Tu dis? Donc, tu es beaucoup branché UFC? Très UFC. Et c'est qui ton combattant favori? Ah, mais Stelbano, il est parti. Est-ce qu'il est parti? Bon, c'est un peu là où c'est temps-ci, tu le sais. Non, c'est non. Adesanya a fait son temps, c'est fini. Je pense qu'on peut plus s'attendre à ce qu'il soit champion. Je pense aussi parce que les gars qui viennent là, ils sont chauds. Tu vois. Même pas les gars qui viennent. Qui va battre Khamzat Chimaev? Je vois pas. Sincèrement, là, tout de suite là, Khamzat, c'est un monstre. Il est là pour longtemps. J'ai vu qu'il a call out et Chama, tout de suite là. Je sais si pas. Si j'organise, ça peut être chaud, mais je vois pas un combat tout de suite là, Chama. Non, si moi je suis Pereira, je ne vais pas aller me battre contre. Non, même moi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Tu vois. Moi je suis Pereira, je cherche John Jones. Pereira est beaucoup plus haut sur la liste de GOAT. Je pense que John Jones, Pereira, ça peut vendre. Ouais. Peut vendre. Un peu per-view, je pense que ça va sauter. À la deuxième blanche en plus. Ah ouais, ça va sauter. Ok les gars, ceci n'est pas un podcast MMA, mais il peut arriver qu'on commence à parler de MMA. Ouais. Alors, salut à tous guys, bienvenue dans une autre escapade. Aujourd'hui, on est avec un artiste. Et après l'intro, il va se présenter. Vous savez qu'à chaque fois, on a mis indication dit Moro dans le studio là, on dit que la porte est noire. Je viens de découvrir pour M. Kébé aujourd'hui que notre porte est grise. Parce que c'est lui d'artiste. Tu vois, vous voyez ça derrière la com, il est en train de froncer les yeux parce que pour lui, la porte est noire. Donc, M. Kébé va nous expliquer si la porte est grise ou noire parce que, tu vois... Non, elle est grise. On va pas faire un débat à l'église. La porte est grise. Alors, l'église. C'est comme la robe bleue ou jaune là. Non, mais cette fois-ci là, elle est grise. Elle est un peu sombre, mais elle est grise. Ok, super. Donc, pourquoi j'ai parlé de la porte? Pourquoi sombre gris? Parce qu'on est avec un monsieur qui est un artiste peintre et pas que. Donc, monsieur Kébé, the floor is yours. Thanks, sir. Ibrahim Bema Kébé, je fais parce que les mots artistes. On va approcher le micro un peu plus. Le artiste, peintre, c'est souvent, je le dis avec toute humilité, c'est un bien grand mot pour un jeune comme moi. Mais vu qu'on a fait une école et qu'on a des documents sur lesquels tu dois forcément mettre des choses, on dit artiste. Mais je fais de la peinture, je fais de la sculpture, je fais des installations, j'interviens dans les théâtres en scénographie et puis je propose aussi des costumes. Il arrive aussi que je travaille dans des projets des clips vidéo où je fais du body painting et entre autres quoi. Et pas que, donc, si tu fais de la scène pour les théâtres, tu fais aussi de la scène pour les clips, Ah, absolument. Donc tu es DA quoi, direction artistique. DA, je propose des choses dans ce sens-là aussi. Ouais. Super les gars, donc vous voyez pourquoi il sait si la porte est grise ou noire. Il où la porte est noire, si quelqu'un dit que la porte est grise, c'est que la porte est grise, c'est parce que c'est lui le peintre dans l'histoire. Et en fait, quand tu te présentais, tu allais parler, je t'ai coupé. Non, vas-y. Quand tu te présentais, j'ai réalisé que, en fait, j'allais me demander, l'art c'est tellement abstrait souvent et tellement subjectif qu'il y a des écoles pour ça, alors que moi-même je connais les écoles d'art. Tellement, je me suis dit, il y a des écoles d'art et les gens allaient m'allumer, tu vois, après ça. D'accord, donc tu as fait quelle formation exactement? J'ai une licence en art plastique du conservatoire de la plastique de Bamako et que j'ai obtenue en 2019. Ok. Ouais. Super. Et pourquoi tu penses que tu es assez jeune pour le titre d'artiste? Est-ce que c'est quelque chose qui est lié à l'expérience ou c'est lié à la vision en plus?
Je pense qu'il y a la vision, il y a l'expérience aussi. Et je pense que être artiste, ça se détermine généralement, en tout cas moi de ma façon de voir les choses, ça s'est défini dans le temps. Ok. Ça s'est défini dans le temps, c'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. Tu vois, et de plus en plus, à cause de comment les choses ont évolué, beaucoup de gens s'autoproclament artistes. Ok. Et je pense que même actuellement dans les secteurs de l'art du Mali, ça fait beaucoup de mal souvent. Et il y a beaucoup de gens qui sont catalogués artistes, mais quand tu regardes réellement ce qu'ils produisent et ce qu'ils proposent, souvent, c'est pas vraiment de l'art en réalité, si tu regardes les choses. Tu vois. Qu'est-ce qui est l'art finalement et qu'est-ce qui n'est pas l'art? Question très deep. Ouais. Sincèrement. Qu'est-ce qui est de l'art? Ouais. Tu vois, je pense que ça peut être. Moi, je vais partir sur ma conception de la chose parce que prétendre définir l'art, moi, ça c'est chaud. Tu vois, comme je l'ai dit. Je pense que l'art, ça doit être quelque chose qui doit émaner d'abord de la sincérité, qui doit venir de l'âme, qui doit être sincère et que la proposition soit capable de toucher les gens. Tu vois, ça peut être touché positivement ou négativement, ça dépend de ce que l'artiste voulait faire au départ. Ouais, voulait faire au départ en fait. Tu vois, mais et que la proposition soit intemporelle. Okay. Tu vois, la notion d'intemporalité pour moi c'est super important. Okay. C'est pour ça qu'on peut, par exemple, si tu pars écouter un discours de Mohamed Ali par exemple, tu vas savoir que ça vaut pour aujourd'hui, ça vaut pour demain, ça vaudra toujours. Pour tout le temps. Okay. Tu vois, et même 50 Cent, tu vois, tu vois, quand tu vas écouter Many Men, un truc comme ça, sincèrement, c'est deep, tu vois, ça va te parler. Et c'est le son que tu peux écouter même dans 1000 ans, en fait. Tu vois. Pour moi, ça, c'est de l'art. Et si tu regardes, en dehors de ça, si tu regardes maintenant, il y a beaucoup de propositions qui, tu vois, et au bout d'une semaine, les gens s'en lassent. Tu vois, et... D'accord, donc l'émotion ne reste pas pendant longtemps. Ça ne reste pas pendant longtemps. Okay. Souvent, c'est parce que c'est lié à beaucoup de choses. Parce que la notion du buzz a pris beaucoup plus d'ampleur. Les gens vont venir peut-être écouter à cause du buzz, ou bien les gens vont venir regarder à cause de beaucoup de choses qui sont des éléments qui sont plus marketing que des éléments artistiques. Ok. Tu vois, et c'est pour ça que j'ai dit que en tant que jeune, cette notion-là, il y a aussi l'aspect mode de vie, tu vois, un artiste, tu vois, et j'aime beaucoup citer, quand je suis avec mes gars, quand on discute, j'aime beaucoup citer quelqu'un comme, qui a été mon mentor, Abdou Golegem, qui est un artiste malien, et pour moi, qui est l'un des plus grands artistes maliens, et tu vois, sa mode de vie, c'est un artiste. Tu vois, tu arrives chez lui, tu arrives chez lui, tu sais que tu es chez un artiste. Tu vois, sa façon de s'organiser, sa maison, dès que tu entres, la façon où les choses sont disposées, tu vois, sa mode de vie, comment il mange, tu vois, tout ce qui est là-bas, elle sort du commun. Elle sort du commun et a un sens, tu vois, et tu vois. Intemporalité, l'essence dans ce que tu proposes. Et l'émotion. L'émotion, tu vois, ça c'est des choses qui sont pour moi très importantes pour un artiste, quoi. Super. Et vous voyez au style de Monsieur Kébé, moi aussi je m'appelle Ibrahim, hein. Je pense que beaucoup de gens ne le savent pas. Non, je ne savais pas ça. Donc c'est un artiste. C'est-à-dire quand tu le vois tout de suite en plein milieu du marché, tu feras tout de suite la différence entre lui et monsieur tout le monde. C'est ce que je me suis dit, mais bro, tu es habillé comme ça pour le podcast ou bien tu t'habilles comme ça en général? Bon, les gens qui me connaissent peuvent venir confirmer, mais j'essaie de me faire plaisir, tu vois, d'avoir une identité. Je pense qu'il y a cette notion aussi d'identité qui est importante dans le fait d'être un artiste. Parce que tu ne peux pas, comme tu l'as dit, tu ne peux pas être un artiste et être monsieur tout le monde, tu vois. Qu'est-ce qui te différencie de toi, de tout le monde? Ça, c'est super important. Surtout dans ce que nous, on propose comme artiste visuel, tu vois. Ce que tu proposes doit être identifiable, même sans ta signature.
Absolument. Donc, Je respecte ça. En tant que photographe, je suis absolument d'accord avec ce que tu dis là. Pour moi, les meilleurs photographes, c'est ceux dont... Les meilleurs photographes, pour moi, j'arrive à les identifier. Dire, moi, je n'ai pas besoin de voir le nom. Je dis, ah, ça, c'est du telle personne, ça, c'est du telle personne. Dis-moi, qu'est-ce qu'on apprend dans une école d'art de spécial? Qu'est-ce qui est différent? Parce que j'ai beau réfléchir, je n'arrive pas à visualiser le type d'enseignement qui est fait là-bas. Bon, en fait, l'école d'art, c'est d'abord un cadre. Ok. C'est un cadre que, bon, je vais parler tout le temps de mon cas parce que c'est important que tu connais. Que tu connais le mieux. Tu peux pas généraliser les choses. Ouais. Mais pour moi, c'est un cadre dans lequel quelqu'un qui veut aller apprendre, par exemple, le conservatoire, c'est pour apprendre des métiers d'art. Okay. Tu vois, que ce soit la photo n'est pas une spécialité de là-bas, mais le multimédia, quelqu'un qui veut aller faire le multimédia, quelqu'un qui veut aller faire la danse, la musique, c'est un cadre qui peut t'aider énormément à t'épanouir dedans, tu vois, et qu'est-ce qu'on peut enseigner et qu'est-ce qu'on peut apprendre là-bas, c'est la question, non? Non, qu'est-ce qu'on enseigne là-bas? Ouais, je veux comprendre un peu l'écosystème. Par exemple, nous, c'est les cours basiques. J'imagine que tu as fait des classes quand même qui sont... Oui. Après le lycée, tu es allé au conservatoire ou c'est après quelles études? C'est après le lycée, c'est après le bac. Après le bac, on est là, on fait des cours de physique, de chimie. À l'université, on fait à peu près la même chose. La seule différence, c'est les travaux dirigés et les travaux pratiques. Mais dans une école d'art, c'est comment? Par exemple, on fait le dessin. Ok. Quand j'ai dit dessin, il y a plusieurs types de dessins. Ok. On fait l'anatomie, on apprend les proportions, la perspective, les règles du paysage, tu vois, les couleurs. Mais après, il y a aussi l'aspect où on t'aide à apprendre à proposer les choses par toi-même. Ok. Donc, on modèle ta vision. C'est pas qu'on modèle, mais tu vois, on critique ce que tu fais. Ok. Tu vois, mais c'est toi vraiment qui est là à te projeter, à essayer à chercher à proposer des choses. Ok. Donc, c'est ça en fait. Tu vois, donc on apprend ça, on apprend aussi on apprend le français, des cours de culture générale. Ok. Et l'histoire de l'art aussi, je l'histoire de l'art, absolument. Ouais. Et voilà, ça c'est des choses qu'on apprend dans une école d'art. Est-ce que, à ton avis, on peut apprendre à devenir un artiste? Est-ce qu'on est artiste ou on apprend à devenir un artiste? Question profonde aussi, profonde. On essaie. En fait, moi je pense que, et on le dit même quand tu arrives au conservatoire, les conservatoires le disent, ils ne forment pas d'artistes. Ok. Ils le disent, tu vois. Le conservatoire, c'est des écoles qui sont là pour t'apprendre des techniques. Ok. Tu vois, l'école t'apprend des techniques, mais je pense qu'il n'y a personne qui peut apprendre à quelqu'un à devenir artiste. Tu vois, c'est pour ça que je l'ai dit au début que devenir artiste, ça se construit dans les temps. Tu vois, parce que c'est quelque chose que tu vas aller chercher par toi-même. Okay. Et peut-être que la réponse souvent est ancrée en toi, mais pour le trouver, il faut un processus. Il faut un process. Et ces process-là, souvent, ça demande du temps et ça demande beaucoup de sincérité. Tu vois, beaucoup de sincérité. Et généralement, c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Et il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce sens-là. C'est ce qui fait que beaucoup de jeunes vont par exemple au conservatoire et je pense qu'à la fin, parce qu'ils ont un diplôme où c'est écrit qu'ils sont artistes, ils pensent qu'ils sont artistes, tu vois, et c'est parce que maintenant avec les diplômes, avec ton passeport, tu peux écrire artiste, tu vois. Ça ouvre des portes. Voilà. Alors que en fait, c'est-à-dire, on peut pas, il n'y a pas une école pour apprendre à devenir artiste. Ok, l'école t'offre l'espace en fait, voilà, pour cultiver ton âme d'artiste. Voilà, on te propose un cadre et on te donne des techniques et tu cherches les réponses par toi-même. Super. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a orienté vers une école d'art? Je pense que tout. Ok. Tout. Moi, j'ai un peu touché à beaucoup de choses. Ok. Et je pense que même énormément de choses que même mes collègues artistes ne savent pas. Ok. Ah, on va tous le découvrir ensemble. Et d'abord, pendant toute mon enfance, jusqu'à ce que j'aille au lycée et faire des trucs, tout mon entourage pensait que j'allais devenir footballeur.
Oh, tu étais doué au foot. J'étais pas mal. Ok. J'étais pas mal du tout. Tu vas plus devenir le prochain Messi. Pas Messi, je sais pas, mais quand même, j'étais pas mal. J'étais pas mal. Et même des amis à moi qui ont eu un peu la chance de devenir pro continuent à me dire pourquoi t'as lâché, pourquoi tu continues pas. Ah, t'as des amis pro? Ouais, j'ai des amis, des petits frères qui sont devenus pro. Wow, qui ça? Ouais, il y a Boubacar Traoré, Elfeno qui est à Metz tout de suite là. Ok. Qui a commencé avec nous. Ok. Tu vois, qui me connaît très bien. Tu vois, il y a d'autres là qui sont à Qatar, en Arabie Saoudite, tu vois. Wow. Ah, big up, ouais. Le foot, c'est un beau monde. Ouais, c'est un très beau monde. Challenge. C'est un très beau monde. Et c'est un peu, je fais tout le temps le parallèle entre le foot quand j'explique et le métier que j'ai fait. Et je prends tout le temps l'exemple sur le foot que beaucoup de personnes connaissent pour expliquer un peu ce que nous on fait en fait en tant qu'artiste visuel, parce que l'artiste visuel au Mali c'est pas très connu. Et peintre c'est pas très connu. Tu vois, même dans... Et c'est un peu déprécié même, je pense. Ouais, mais c'est pas méconnaissance en fait, parce que les gens ne connaissent pas assez. Tu vois. Donc, en fait, je suis venu, j'ai fait ça, je faisais de la coiffure. Ok. Tu vois, bijouterie. Quel type de coiffure? Coiffure pour hommes. Ok. Ouais. À un moment, tous les petits du progrès, vous laissez coiffer chez toi? de Liberté A venaient chez moi, parce que comme je faisais le dessin, et les modèles un peu, tu vois, un peu artistique. Ouais, je faisais vraiment ça. Et j'avais beaucoup de gens qui venaient un peu partout de Bamako. Tu vois, des clients qui venaient de Banangabougou. Ça, c'est l'opportunité de changer ta tarification et puis de mettre le standing haut. Ouais. Non, c'est les jeunes frères qui gèrent les salons de coiffure maintenant. Moi, ça fait très longtemps que je me suis... Tu t'es débauché de là. Après, je suis allé à... J'ai eu un contrat à la mine dans les Loulous. Ok. Où je faisais de la peinture automobile. Ok. Tu vois, mais ça, c'est après que tu sois devenu artiste? Non, avant. Ok. Avant. Tu vois, je vais juste dire qu'il y a beaucoup de choses qui m'éloignaient de ce milieu-là. Ok. Et que après tout qui te rapproche en même temps de ce milieu-là. Tout. En fait, plus je partais loin de ce milieu-là, et plus les choses te rapprochaient de ça en fait. Ça c'est poétique. Hein? Ouais. Et après, je suis venu faire le concours, le concours d'entrée au conservatoire, et je l'ai eu. Parce qu'en fait, quand j'étais à la mine, j'ai eu une autre proposition parce que moi je travaillais pour une société qui s'appelait BCM. Et BCM Mali il y a eu un contrat de 2 ans. Après, qu'il y avait une proposition d'1 an de contrat, mais ils n'ont pas accepté. Mais moi, nous, comme beaucoup de gens, on était dans un bureau de placement. Je vais te le nom ici. Mais ces bureaux de placement avaient beaucoup d'autres sociétés. Et ils m'avaient proposé d'aller travailler là-bas, mais tu vois, j'ai fait 1 mois là-bas en train de réfléchir, parce que je m'étouffais là-bas en fait. Tu vois. Peinture automobile, comment tu... Spray painting, c'est en fait de voitures, quoi. C'est ça, c'est peindre les voitures, mais moi je faisais les bulldozers, les 777, tu vois, les gros camions de mine là, où les pneus font les 2 mètres, 3 mètres souvent. Ok. Ouais, moi parce que la société, en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle a tous des mécaniciens pour y réparer. Tu vois, en fait, ils font beaucoup de recyclage. Tu vois, que ce soit les moteurs, que ce soit les pneus. Et chaque fois qu'ils reprenaient un camion, on reprenait la peinture aussi. Tu vois, au lieu d'aller donner à une autre société, parce que les sociétés sont spécialisées. Pour repeindre les voitures des mines, c'est ça? Ouais. Et ils prenaient des gens. Et moi, j'étais seul dans mon département. C'était pas évident parce que j'étais seul à peindre. Des très grosses voitures comme ça. Ça prenait combien de jours une voiture? Une voiture comme ça, un engin comme ça, c'est minimum 1 semaine. 1 semaine pour déjà laver, après couvrir, après repeindre. Et comment je fais aussi les sign writing, calligraphie. Donc je faisais aussi, je reprenais aussi, voilà, je reprenais aussi les écritures qui étaient dessus comme si c'était neuf, tu vois. Ah ouais. Anecdote, je pense que à un moment donné j'ai fait 6 bulldozers, et puis 2 gradeurs. Et pendant que ces gradeurs partaient ailleurs,
il y a des gens qui pensaient que la société a acheté des neufs et qu'ils avaient eu un nouveau contrat. Tu vois. Je pense que à Abidjan, c'est vers Loulou, à Abidjan, ça a fait un mois de discussion là-bas. Les gens juraient que la société a acheté des nouvelles machines et qu'ils ont eu un nouveau contrat, en fait, tu vois. Donc, mais après, je suis venu à Bamako, j'ai fait le concours, je l'ai eu. Mais les mines, c'est quand même. Les gens veulent être dans les mines. On dit qu'il y a beaucoup d'argent là-bas. C'est bien payé. Sincèrement, c'est très bien payé. Mais après, ça dépend de ce que chacun veut. Sincèrement, c'est ça. Moi, je m'étouffais carrément là-bas. Et je me rappelle quand je suis arrivé là-bas, j'ai eu une discussion à l'intérieur, tu vois, pendant le break avec des gars. On discutait. Moi, je disais que 6 mois. J'avais fait 2 mois, 3 mois comme ça. Un peu approché du micro. Non, c'est comme ça, juste. J'ai fait à peu près 2-3 mois là-bas et on discutait là-bas. On discutait de la mine, de tout ce qu'il peut apporter, des choses comme ça. Moi, j'ai dit franchement, si moi je reste là-bas, je reste ici pendant longtemps, c'est max 3 ans. Ok. Ça, c'était vraiment ton grand max. Ouais, mon grand max, quoi. Tu vois. Mais j'ai fait 1 année et après, je suis parti. Je suis venu faire ce que j'avais envie de faire. Et voilà, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui t'a amené vers l'art, c'est vraiment ça, quoi. Tu vois, parce que depuis petit, c'est ce que je faisais. D'abord, le papa était forgeron soudeur. Et lui, c'est lui-même qui dessinait toutes ces constructions. Et après, il y a eu des gens dans le quartier qui m'ont influencé, forcément. Il y a eu Opa Bachili, qui est vraiment actuellement un peintre et qui continue à proposer des choses très intéressantes ici au Mali. J'ai un oncle aussi qui enseignait à l'INA, avec qui il s'appelle Modibo Van Sissoko. Et toutes les personnes qui ont fait les arts plastiques à l'INA les connaissent. Il a beaucoup enseigné à l'INA. Lui aussi m'a beaucoup influencé. Super. Et après, avec le temps, je suis venu, quoi. Mais j'avais déjà commencé à faire de la calligraphie, tu vois. Avant. Le graffiti, tout ça. Graffiti aussi. Super. C'est ce que j'allais te demander, en fait. Il me semble qu'avant que tu ailles dans l'école, au conservatoire, tu savais déjà peindre. Je faisais la peinture, je faisais les dessins, je faisais plein de trucs avant. Donc tu as toujours été agile, en fait, habile de ta vie. Après, le process, c'était à l'école conservatoire, j'imagine. Ouais, c'est ça. Maintenant, est-ce que eux, ils ont, on va dire, une spécialité spécifique par rapport à la peinture? Ils ont une option, une filiale peinture, c'est ça? On a une matière peinture. Ok, une matière. Ouais. Mais il n'y a pas une filiale dédiée? Non, il y a la section. J'ai dit une filiale. Il y a la section art plastique. C'est dans la section art plastique qu'on fait la peinture, on fait la sculpture, tu vois, on fait même des illustrations. Super. Maintenant, donc on suppose que tu étais doué. C'est pas qu'on suppose, tu étais doué avant d'aller là-bas. Qu'est-ce qui a changé entre le avant et le après? Il y a d'abord le cadre. Ok. Pour moi, qui est très important parce que. Non, pas le cadre là-bas. Bon, vas-y, poursuis. Non, tu me demandes ce qui a changé. Ce qui a changé en toi, en fait, après l'école, après le conservatoire. Après le conservatoire, oui. Ce qui a changé, je pense que tout. Parce que en fait, quand tu es, même maintenant, il y a des jeunes qui me posent la question, est-ce que c'est bien d'aller faire le conservatoire, est-ce que c'est pas bien d'aller le faire, je pense que on peut tout dire, parce que je veux pas beaucoup parler du conservatoire. Tu vois, c'est une école où j'ai eu ma formation. Tu vois, je peux avoir des critiques là-dessus par rapport à plein de choses. Mais ce qu'on peut pas enlever au conservatoire, c'est le fait que c'est une école où, quand tu es là-bas, tu sais que tu es dans une école d'art. Pour quelqu'un qui a des objectifs, parce que tout dépend de ça. Parce que généralement, maintenant, les gens pensent qu'ils peuvent débarquer dans un endroit et obtenir des choses sans faire l'effort qu'il faut. Sans faire l'effort qu'il faut et sans avoir la passion et la patience qu'il faut, tu vois, pour avoir la chose. Et ça, je pense que ça, c'est un leurre. Au conservatoire, j'ai eu à faire des ateliers, j'ai eu des profs passionnés et je lance un clin d'œil à mon prof préféré que j'affectionne énormément, Clément Toussaint Dambélé, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, sincèrement. Arrivé là-bas, il nous a énormément influencé, il nous a boosté énormément. Et dans quel sens? Dans le sens de nous lancer déjà dans la création.
Parce que on a beau dire qu'on est peintre, si tu ne crées pas, tu vois, pour moi, ça fait pas vraiment sens. C'est comme quand tu boxes et tu ne combats pas. Que tu combats pas, tu vois, c'est exactement ça. Ouais, c'est un peu... Merci pour ça. C'est exactement ça, en fait. Ouais. Tu peux pas dire que tu es peintre que toi, tu fais pas de la peinture. Ouais, et c'est quelqu'un, dès le début, qui nous a dit, lancez-vous, tu vois, et il nous donnait les bons conseils, il nous ouvrait sa porte pour venir discuter avec lui tout le temps, et il nous donnait des bons exemples, tu vois. Ça, c'est des choses qui personnellement, qui m'ont marqué. Super. Et on a eu aussi des profs qui sont venus de l'extérieur. Par exemple, on a eu deux profs français qui venaient. Il y a une qui venait dans notre discipline qui s'appelait Daniel Rich. Ah ouais? Ouais, qui est... J'imagine qu'il était riche. Hein. Non, elle a l'habitude de dire que son papa est riche, mais elle non. Donc c'est son papa qui s'appelle Daniel ou c'est... Non, elle s'appelle Daniel les riches. Son nom de famille, c'est les riches. Ah, ok. Ah, la fortune est dans la famille, je comprends. Non, je sais que de ce que je sais d'elle, son papa était riche. Ok. Tu vois, mais... Bon, en parenthèse, quoi. Ouais. Mais elle, par exemple, c'était une passionnée qui venait tout le temps faire des ateliers. Et personnellement, ces ateliers m'ont beaucoup influencé aussi. Okay. Parce que c'est pendant ces ateliers que moi, j'ai fait mes premières créations. Okay. Tu vois. Et c'était quoi ta première création? Je vais te couper un peu. La première que j'ai fait, ouais. J'ai fait une sculpture de Cordoba. Ok. C'est la première œuvre que j'ai vendue aussi. Ok. Tu vois, super. Donc c'était très important, très impactant dans ma carrière. Ouais. J'imagine qu'une personne en regardant ce podcast à ce niveau va se dire demande-lui c'est combien. Je vais demander après. Non, bon, en fait c'était à 100 €. Wow, ça va quand même. Hein? Ouais, ça va, c'était à 100 €. Okay. Et bon, pour nous c'est un début et c'était pas vraiment le 100 € qui était le plus important. C'est le fait que tu aies pu vendre. Que j'ai pu vendre et que j'ai pu exposer. Ok. Parce que j'étais étudiant à l'époque. Et pour un étudiant qui venait d'arriver dans une école d'art, qui commence à faire des trucs, et arriver à faire une sculpture que tu peux vendre. À proposer quelque chose et que cette proposition soit vendue, je pense que ça c'est... Tu es fier? Très fier, énormément. Excellent. Voilà. Alors, quand tu quittes une école d'ingénieur ou une école de, je sais pas, voilà, whatever. Voilà. Non, quand tu quittes une école d'ingénieur, une école qui est un peu plus conventionnelle, tu te dis, ok, je peux aller soit dans l'entrepreneuriat, qui est devenu très populaire maintenant, ou je cherche un emploi. Maintenant, quand tu quittes une école d'art, qu'est-ce que tu as comme perspective? Comme perspective, je pense que le conservatoire forme beaucoup plus des gens qui sont capables de travailler pour eux-mêmes. D'accord. Donc en fait, c'est beaucoup lié à l'entrepreneuriat exactement. En tout cas, en art plastique, c'est beaucoup plus ça. Et aussi l'enseignement. Ok. Tu vois, il y a beaucoup, presque dans tous les lycées, il y a l'art plastique enseigné. Ouais, il y a les cours de dessin. Il y a les cours d'art plastique. Au lycée aussi? Ouais. Ok. Ouais, il y a terminal art maintenant. Ah ouais? Ouais. Je savais même pas en fait. Ouais, il y a terminal art qui est là et il y a beaucoup de gens qui peuvent aller enseigner là-bas. Okay. Il y a aussi d'autres disciplines dans lesquelles les artistes plasticiens peuvent travailler, quoi. Okay. Mais la plupart du temps, les artistes plasticiens, c'est vraiment pour travailler pour eux-mêmes. Ok. Donc vous êtes quand même des entrepreneurs, quoi, quand vous... Oui, entrepreneurs surtout. Okay. On peut proposer des studios, on fait des commissions de peinture bâtiment, on peut faire ça, on peut faire comment dire, des boards, je sais pas comment expliquer ça. Je vois à peu près ce que c'est un board, comme on dit ici, de la calligraphie. C'est pas vraiment de la calligraphie parce qu'on fait des plaques, on fait des dessins sur les trucs. On peut faire des designs intérieur, extérieur des choses. Et on peut aussi beaucoup travailler sur tout ce qui est illustration. Tu vois, les dessins d'illustration. Tu vois, il y a beaucoup de propositions qu'on peut faire. Tu vois, mais après, devenir artiste, ça c'est vraiment le challenge que chacun de nous décide d'entreprendre en fait, tu vois. Ouais, c'est déjà une entreprise avant d'être une entreprise. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est que l'art plastique en fait? Parce qu'on en parle déjà depuis un moment. On a parlé d'art, tout ça, mais l'art plastique, c'est quoi? Les arts plastiques, c'est même ce que tu fais, hein,
La photographie, c'est aussi de l'art plastique. L'art plastique, c'est de la peinture, c'est le design, c'est quelque chose qui a un rendu visuel. C'est pas que, non? Pas que, mais ça peut toucher même à l'audio. Ok. Tu vois, par exemple, moi, je parlais d'installation. Il y a des plasticiens qui proposent des installations audio. Okay. Tu vois, ou des installations où les gens qui vont venir découvrir vont entrer dans un espace et l'expérience va vraiment être sonore seulement. Ok. Tu vois, va être seulement sonore. Dans ce cas, comment on peut définir simplement à quelqu'un qui ne connaît pas l'art plastique? L'art plastique, moi, je me méfie de le définir réellement. Je peux parler de disciplines qui touchent à l'art plastique, mais le définir, c'est souvent, tu vas restreindre le domaine et la portée des arts plastiques, tu vois. Mais c'est tout ce qui peut toucher à la sensibilité, mais beaucoup plus visuel. Mais ça peut être sensoriel, ça peut être sonore, tu vois. Et c'est la plupart du temps, c'est des propositions que les gens font, tu vois. Par exemple, moi, je peux décider de remodeler cette boîte de Force Factor. Tu vois, je peux décider de les remodeler, mais en proposant ma façon de voir cette boîte-là. C'est de l'art plastique, tu vois. Okay. Je peux décider de le faire avec une autre matière que le plastique, avec le fer, avec de l'argile, avec du fer. Et je peux après ajouter ma vision de la chose, tu vois. Donc, tu vois, en fait, je ne peux pas ajouter du contenu, parce que l'art plastique, c'est pas seulement du visuel, c'est pas seulement c'est aussi les contenus que tu vas proposer, quoi. Ok. Tu vois, parce que ça, c'est un aspect super important de la chose. Tu vois, le discours derrière, il est hyper important. Ok. Tu vois. Alors, les gars, on est en train de recevoir un petit cours d'art avec Monsieur Gray. Je sais pas si j'écoute, mais on propose des choses. Non, c'est un petit cours d'art. Ouais. Et moi, je te remercie pour tout ça parce que tu me fais découvrir beaucoup de choses. Je ne connaissais pas la plupart des choses dont tu parles là. Ouais. Donc, c'est un plaisir. Moi, je pense que c'est les raisons pour lesquelles moi, personnellement, je viens par exemple, ce que toi, tu proposes, c'est réellement des choses impactantes. C'est pour ça que moi, je viens. Et les raisons pour lesquelles on vient, c'est aussi ça. Parce que nous, ce qu'on propose à partir du Mali, c'est pas très connu par les Maliens. Justement. Et moi, avec quelques-uns, on est dans cette démarche où on s'est dit qu'il est important d'aller vers notre public. Faire un peu de marketing, en fait. Faire le marketing et de les expliquer ce qu'on fait. Tu vois, parce que tu ne veux pas prétendre et proposer des choses que les gens viennent acheter sans vraiment que les gens sachent ce que tu proposes. Ouais. Tu vois, c'est vrai. Il y a ce travail à faire. Et malheureusement, on n'a pas un secteur qui est assez structuré. Et quand c'est pas assez structuré, chacun doit apprendre. En fait, chacun doit savoir faire de tout. Ouais. À un moment où les choses ne sont pas structurées, où les rôles ne sont pas définis, où les niveaux ne sont pas bien tracés, donc il faut que chacun fasse de tout en fait au départ. Que tu puisses marketer ton art, Absolument. que tu puisses être ton propre manager, que tu puisses t'organiser en fait à 100%. C'est bien Absolument. Ça? Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ici, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à être à l'international. Ok. C'est bien. Tu vois, on a des anciens qui sont des sommités en Afrique ici, qui sont très connus partout. Ah oui? Des Maliens? Hein? Des Maliens? Ouais. Des Maliens. Tu as des noms, tout ça pour nous? Ah, mais absolument, il y a beaucoup de personnes qui sont à plusieurs milliers d'euros en Europe. Hein. Ouais. Tu vois? Ok, super. Ça, on va commencer par déjà l'ancien, celui qui a été très important même à l'ouverture du conservatoire de l'École d'Art, qui s'appelle Abdoulaye Konaté. Ok. Et M. Konaté qui était même directeur du conservatoire, il a été directeur du palais de la culture, mais directeur du conservatoire depuis le début jusqu'en 2016. Ok. Qui est très coté à l'international. Les Maliens savent briller dans ce qu'on fait en fait. Qui est une icône à l'international. Il ne va pas me pardonner si je donne les chiffres de ses œuvres, mais c'est énorme ce qu'il propose. Tu vois. Ok. Il y a des gens tu peux faire des recherches là-dessus. Il y a Amadou Sanogo. Ok. Qui est aussi très prisé à l'international, qui est très connu aussi. Tu vois, actuellement, il y a des gars, moi aussi, qui est Ange Dako, il y a Fama Kamarasa, il y a Las,
Tu vois, il y a c'est les gars qui brillent à il y l'excellence. a des gars qui brillent à l'international, qui sont dans les grandes foires internationales, qui sont dans les événements très importants, qui ont fait des couvertures des magazines internationaux, tu vois. Super. Alors, voilà, la masterclass continue, mais on est plus là pour parler de Ibrahim Kébé, au-delà de tout ça. Et je pense que là, on a des éléments pour poser de bonnes questions, je crois bien. Mais avant, j'aimerais quand même te poser une question qui est générale. Ouais. Quelle est la place de celui qui observe dans l'art? Si toi, tu fais une œuvre plutôt, voilà, une. Wow. Ouais, une œuvre. Le français devient compliqué. Hein. Une œuvre. Ouais. Si toi tu fais une œuvre tout de suite, quelle importance tu donnes à la personne qui va regarder derrière? Est-ce que tu fais plus l'œuvre pour toi ou est-ce que tu te mets beaucoup à la place de la personne, tu proposes quelque chose que les gens vont aimer? Je vais parler d'une anecdote, après je vais répondre à la question. Il y a même pas une année et demie, hein, ça dépasse pas ça. J'ai une amie hollandaise que j'appelle Miss Pays-Bas. Okay. Je vais pas dire son nom ici, qui m'a dit une fois, mais Kébé, ce que tu fais, il m'a posé un peu la même question, quoi. J'ai dit, mais si moi je dois faire plaisir à toutes les personnes qui vont venir regarder mon travail, je pense que je vais pas travailler, quoi. Tu vois, parce qu'il y a 1 million de personnes qui vont venir regarder mon travail. Et qui ont des avis contraires. Qui vont pas, par exemple, ce que toi tu aimes. Je suis sûr que Moussa ici. Moussa, lequel de Moussa? Les deux Moussa, je sais pas lequel, mais les deux Moussa ne vont pas forcément mettre le verre que toi tu mets, ou bien ils vont. Chacun a son bâton. Chacun a son bâton. Ouais. Tu vois, je pense que ce que moi je fais, j'essaie de proposer des choses, tu vois, des choses qui. Et j'essaie d'être sincère avec moi-même dans ma recherche. Quand je vais aller chercher des choses, que ce soit les couleurs, que ce soit tout ce que je propose, la matière et tout le truc, mais c'est des choses qui émanent de moi et de mes recherches. Et quand je les propose, je laisse libre cours à la personne d'apprécier comme il veut, tu vois. D'aimer, de ne pas aimer, de critiquer, tu vois. Mais le truc que moi je fais, je propose, tu vois. Et je propose et après... la personne qui vient regarder, je lui laisse la liberté de faire ce qu'il veut, de ce que moi je propose, quoi, tu vois. Super. Alors, on est à la fin de ta licence. Ouais. Tu viens de sortir du conservatoire. Ouais. Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce que tu fais tout de suite? Je continue à produire. Parce que tu as toujours été actif, en fait. Avant le conservatoire, tu étais actif. J'imagine que pendant que tu étais là, tu étais quand même actif aussi. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais juste après? Ce qui s'est passé, c'est ce qui est important, en fait. Ouais. Pendant le conservatoire, il s'est passé beaucoup de choses. Tu vois, parce que j'ai eu quand même la chance de faire une résidence, des résidences, pas une résidence, des résidences. C'est-à-dire, c'est quoi une résidence? Une résidence, c'est on va utiliser le mot de ton podcast, c'est comme une escapade où par exemple, tu te rends dans un espace. Okay. Ça peut être une proposition d'une structure ou bien d'un groupe de personnes ou bien par toi-même, où tu t'isoles ou bien tu te mets avec des gens. Tu crées. Ou vous créez ensemble, tu vois. C'est un peu ça, une résidence, tu vois. C'est comme un training camp en boxe. C'est comme un training camp, tu vois, où tu viens dans un espace où soit il y a une thématique ou pas, où tu essaies de proposer des choses, tu vois. C'est ça, une résidence. Non, j'ai fait quelques-uns. J'ai fait une résidence au Burkina. C'était ma première sortie à l'international, à Ouaga. Et après, j'ai fait des résidences à Bamako. Et après, j'ai eu beaucoup de contacts et j'ai eu à faire des événements aussi. J'ai été assez court avec mon collectif, parce que c'est ce que je n'ai pas dit. Ok, tu es un collectif? Je fais partie d'un collectif et que j'ai initié avec des amis depuis 2017. Tu vois? Et c'est un collectif de jeunes artistes. Il y a des peintres, des sculpteurs, des photographes. Et depuis 7 ans, on fait des choses ensemble. Tu vois. Donc on a eu à faire beaucoup de choses ensemble. Et toutes ces choses-là font que tu te retrouves tout le temps dans les activités, dans les events. Et donc ça ne s'arrête pas. Non, respect à ça. Ouais. Et le but d'un training camp en boxe en général, c'est soit tu combats, soit tu aides à préparer quelqu'un de ta salle qui combat. Ouais.
Maintenant, le but d'une résidence, c'est, j'imagine que c'est une proposition. Tu dois faire une proposition à la fin de la résidence. Non, tu combats aussi. Ah. En fait, souvent le but, la plupart du temps, le max du temps, le but, c'est de finir par une exposition. Okay. Donc tu combats, où tu vas affronter il n'y a pas de jury. Ok. Il n'y a pas de jury, sauf dans les. Il y a quand même des prix. Des prix qui se font, comme en photographie, il y a des prix qui se font. Il y a des jurys dans ce sens-là, où il y a des appels, il y a des jurys, mais généralement les résidences, il peut y avoir des jurys quand, par exemple, quand c'est un appel. Quand c'est un appel à proposition, quand tu candidates, il y a forcément des jurys qui vont voir des propositions et ils vont sélectionner les plus pertinentes, tu vois. Mais quand tu vas dans une résidence, c'est proposer aussi des choses. Par rapport à des thématiques précises ou bien c'est général? Souvent, il y a des thématiques. Oui, c'est toi qui donnes ta thématique. Souvent, il y a des thématiques, mais souvent, ça dépend aussi de toi, ton univers. Tu arrives avec ton univers, avec ton discours. Et les gens respectent. Tu vois, tu fais des propositions par rapport à ça. Et tu parles souvent de discours. C'est quoi un discours pour un artiste plasticien? Un discours, c'est... Comment dire? Je pense que c'est l'identité réelle de l'artiste. Okay. Un discours, c'est toute la thématique que l'artiste traite la plupart du temps. Okay. Tu vois, les sujets qui l'intéressent et les discours que lui-même, par exemple, un artiste, il se positionne généralement en tant que plasticien. Quand je dis positionner, c'est pas prendre position par rapport à un truc politique, mais il se positionne par rapport à des thématiques, tu vois. Okay. Par exemple, se positionner par rapport à des thématiques environnementales où il propose des choses pour protéger l'environnement, ou bien il incite les gens à protéger l'environnement, tu vois, à faire plus attention, tu vois, à tout ce qui se passe par rapport au réchauffement climatique et tout. Ça, c'est des prises de position, tu vois. Et un artiste, c'est ce discours-là qui l'accompagne. Tu vois, un artiste visuel. Tu vois. Par exemple, moi, quand je débutais, j'ai d'abord commencé à travailler sur le thème du corps-droit. Ok. Et pour moi, c'était aussi le vautour. Ouais, le vautour. Pourquoi tu as choisi ça? Et pour 2-3 raisons. Tu vois, la première raison, parce que moi, j'étais né au Mali ici. Ouais. Et comme beaucoup de gens, on a été bercés par la chanson de Dabou Tobaté, et tout, tu vois. Mais en fait, on faisait tous plus attention au côté folklore que l'essence même de la chose. Okay. Et moi, j'ai l'histoire ou l'essence? Que ce soit le contenu de la chose, en fait, le contenu réel de la chose. Parce que le corps droit, c'est une société d'initiation à la base, tu vois. Et nous, on faisait plutôt attention au folklore, c'est-à-dire le fait qu'ils font de la musique, ils font de la danse, ils font du théâtre. Ça, c'est des choses qui amusent le grand public. Mais aussi, il y a aussi des choses qui sont plus importantes dans le corps droit. Et que ce que les gens voient tout de suite. Tu vois. Et moi, nous, on a eu la chance au conservatoire, quand on prenait des cours avec M. Sali Amalé, qui est une immense personne, une sommité de la culture du Mali, et qui nous a donné des cours sur le corps droit. Et sincèrement, moi, j'ai été touché par ça. Et j'ai vu que autour de moi, parce que j'étais tellement excité à l'époque que quand je me retrouvais avec mes potes et tout, quand on discutait, j'ai dit, mais est-ce que tu sais ça du corps droit? Est-ce que tu vois? Je parlais tout le temps. Et quand c'était le moment où je dois faire ma licence, j'ai décidé de faire ma licence sur cette thématique-là. Et j'imagine que ce n'est pas les gens du grain qui ont été surpris. Hein. Ah ouais, pas du tout. Même à la maison. Parce que, donc, déjà, c'était une prise de position vis-à-vis de la culture où je me disais qu'il y a un pan de la culture du Mali qui est très méconnu par le grand public, que je voulais faire découvrir par d'abord les Maliens, pas l'étranger, mais par d'abord les Maliens, parce que nous-mêmes, on ne les connaissait pas, surtout la jeunesse. Et il y a aussi l'angle à laquelle je voulais traiter ce thème-là. Parce que j'ai décidé de le traiter dans l'aspect environnemental, parce que les Korodougouas, mine de rien, c'est des gens qui ont recyclé pendant des siècles, tu vois, bien avant cette société de surconsommation. Imagine, tu vois, donc je me suis dit, par exemple, ces gens-là, il y a 100 ans, 200 ans,
pendant qu'on n'était pas dans une société de surconsommation, ils avaient déjà à l'époque commencé à recycler, à récupérer des trucs, à les transformer. Bien avant ces trucs-là, je me suis dit, ils étaient en avance sur nous de combien de temps, tu vois un peu. Est-ce que c'est un hasard que moi je vois une connexion avec le fait que le vautour mange des morts en général? Ouais, il mange des morts, mais pas que, tu vois, c'est... Bon, le vautour, tu vois, symboliquement, c'est comme le phénix. Ok. Tu vois, c'est comme le phénix avec les Américains, tu vois. Parce que les vautours aussi, ici, les Bambara disent que les vautours, quand ils deviennent vieux, il va se cacher dans les creux d'un arbre et il essaie de renaître. Ok, ça je savais pas. Ouais. Donc il y a aussi ça, quoi. Parce qu'en fait, les sociétés d'initiation, que tu commences à parler le Ndomo, le Komo, tu vois, le Nama, que tu arrives jusqu'au Komo, jusqu'au Corée. L'objectif, c'est de rendre meilleur, tu vois, l'homme, en fait, tu vois. C'était l'objectif. Tu vois, de fabriquer des hommes dont la société avait besoin. Je pense qu'on a leaders, quoi. Pas des leaders, mais des hommes dont la société, il faut des hommes dont la société a besoin. Ok. Tu vois, c'est cette notion-là que nous, on a oublié, en fait. Parce que, par exemple, maintenant, regarde seulement, les universités, on est en train de produire des personnes dont on n'a pas du tout besoin. Je ne sais pas si tu comprends la chose. Tu vois, et dans notre société, l'objectif, c'était de produire des hommes dont la société avait besoin. C'était ça l'objectif de ces sociétés d'initiation. Donc, pragmatiquement, c'est des gens qui répondent à une problématique tout de suite. Absolument, de la société. Ok. Tu vois. Je te donne juste un exemple des Korodowa. Tu vois, chez les Korodowa, ils avaient un truc, ils ont un... Il y a les chevals de Korodowa. Bon, beaucoup de gens les voient tout le temps. Ils ont un petit cheval fait sculpté en bois. C'est un petit cheval de rien qui dépasse pas ça. Où ils le mettent. Ils essaient de... Même nous, on le faisait. Les chevals de bois. Mais ils ont un typiquement Korodowa qu'ils ont avec eux. Il arrive que, par exemple, quand je te parle de surconsommation, il arrive que par exemple, dans un leader de la culture, par exemple, du mil, a beaucoup cultivé une année. Et il a beaucoup de mil avec lui qui n'a pas pu tout. Il n'a pas pu utiliser, qui n'a pas pu vendre ou bien qui n'a pas tout consommé. Tout n'a pas été consommé, qui est stocké et que les nouveaux arrivent. Avant ça. C'est ce qu'il faisait. Il fait en sorte que quelqu'un vole. Bon, il y a tout un stratagème qui est là. Quelqu'un vole les chevals du Korodowa. Et il laisse tous les indices pour montrer que c'est lui qui l'a fait. Tous les Korodowa, ils se font appel. Tout le monde vient. Ils débarquent chez ce monsieur-là. Ils vont rien foutre. Ils vont que manger, foutre le bordel pendant tout ce temps. Donc ils vont épuiser tous les stocks. D'accord. Et pas seulement ça. Quand c'est l'heure de venir s'aimer, de venir faire les travaux, ils vont faire appel à tous les Korodowa qui vont venir aider cette personne-là à cultiver encore. Parce qu'ils ont mangé chez lui. Ils ont mangé, mais pas seulement mangé, ils ont évacué. Ils ont évacué le stock qui est là. Et ils sont venus. Je ne sais pas si je comprends. Je vois exactement. En fait, il y avait l'esprit intérieur. En fait. Voilà, il y avait tout un système qui était fait pour que la société, tout soit équilibré dans la société. Tu vois. Mais selon toi, qu'est-ce que c'est qu'un homme dont la société n'a pas besoin? Un homme dont la société n'a pas besoin. Bon, actuellement, moi, je dirais que c'est un homme qui a été construit dans l'individualisme, en fait, tu vois. Parce que nous, tu vas regarder dans tout ce que nous on faisait. Quand j'ai dit nous, c'est-à-dire la société malienne, je vois exactement. Nous, du terroir, en fait. C'est les collectifs qui priment dans tout. Tu vois. Je pense que c'est cet individualisme-là qui a tué, quoi. Dans la société, n'a pas forcément besoin d'un individualiste, en fait, tu vois. Parce que tout ce qui s'est fait, pour toi, ta personne passe avant tout le monde. Et c'est ce qui fait que souvent, il y a des choses très, très malheureuses qui arrivent, tu vois. C'est ce qui fait que ça arrive souvent que entre guillemets, quelqu'un prend la part de 20 millions de personnes, tu vois. Dans l'exil, la famille. Ça passe pas. Dans la société, les Korodowa et les sociétés d'initiation faisaient en sorte de pallier à ça, en fait, tu vois. D'accord. Donc, bon, pour revenir à la question, c'est
c'est ces discours-là qui sont importants pour un artiste, où tu te positionnes pour défendre. Et moi, l'angle à laquelle je l'ai traité, c'était l'angle environnemental, où je regardais, par exemple, à Bamako, qu'est-ce qui était le plus nuisible tu vois, et j'ai vu que c'était le déchet plastique. Et j'ai pris les déchets plastiques, j'en ai fait des sculptures. Et j'ai fait une installation de petites sculptures et de grandes que j'ai présentées pendant ma licence, après que j'ai exposé à l'Institut français du Mali, après qui a un peu tourné ailleurs, quoi. Super. Tu vois, ça c'était ma première thématique. Après, ça a évolué, j'ai touché à d'autres thématiques. Et je viens de faire une exposition qui est ma première exposition à l'international. Ma première exposition solo à l'international à Lisbonne. Et qui était tout le travail était autour du comment, en fait, tu vois. Parce qu'après les Corées, je me suis rendu compte que j'ai sauté une étape, même des étapes. Parce qu'avant d'aller au Corée, il y a aussi des sautés d'initiation qui sont là, dont les Ndomo et les Komo. Et comment tu organises ce travail de recherche avant de faire des sculptures? Il y a beaucoup de choses à faire. Tu vois, déjà, il faut discuter avec des gens parce que c'est une société initiatique. Il faut initier d'abord pour connaître tout ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois, donc il faut aller chercher des gens qui sont initiés, il faut discuter avec eux, il faut lire des livres. En général, ce genre de société d'initiation, ils ont beaucoup de secrets. C'est des sociétés secrètes, mais il y a des aspects qui sont secrets, tu vois, qui ne sont pas donnés aux non-initiés. Mais il y a des aspects qui sont... Est-ce que tu as déjà eu à t'initier pour avoir un secret ou une information? Non. Ou ils n'acceptent pas ça? Ils acceptent, tu vois, mais il y a des préalables, en fait, tu vois. Il y a des préalables et ces préalables, moi, je ne suis pas prêt pour tous ces préalables, quoi, tu vois. Il y a des sacrifices à faire. Pas forcément des sacrifices, hein. Souvent, je ne dis pas dans le monde, dans le... Non, je sais. Par exemple, tu vas aller égorger des... Ouais, souvent, il y a des choses comme ça à faire. Absolument, parce que ça fait partie de la chose. Mais même quand j'ai dit, quand j'ai travaillé sur la thématique du comment, il y a ces choses-là que j'ai fait et que j'ai représenté dans mes travaux, quoi. J'ai beaucoup travaillé sur la notion de sacrifice, tu vois, dans cette thématique-là. Mais beaucoup lié à des choses qui se passent maintenant et à des choses qui sont d'afrofuturisme où je fais... c'est la première fois qu'on a mentionné l'afrofuturisme ici, c'était avec Ousmane Maravelli. Où je fais souvent des projections dans... Tu vois, ça c'est intéressant, ça. Comment est-ce qu'on peut voir tes œuvres? Comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec tes œuvres quand on est au Mali? Parce que je vois que tu es beaucoup plus porté... En fait, ce domaine est beaucoup plus porté vers l'extérieur. Je ne sais pas si c'est malheureux pour toi. Moi, je trouve que c'est un peu malheureux. Mais comment est-ce qu'on peut toucher et rentrer en contact avec tes créations? Déjà, les ateliers. Et comme je l'ai dit, moi, je fais partie d'un collectif. Et il y a aussi d'autres collectifs. Par exemple, moi, mon collectif s'appelle Sano Arts. Mais il y a d'autres collectifs d'artistes plasticiens. Il y a Team Arts. Il y a l'atelier Badjalan qui nous a inspiré, nous autres, qui est un peu ancien. Il y a Team Arts, il y a Sano Arts qui est mon collectif. Il y a Atelier M. Tu vois, il y a plein d'autres. Et ces espaces-là sont des espaces où on peut voir des œuvres d'art tout le temps, quand on veut. Tu vois, parce que les artistes, ils sont et ils produisent. Moi, j'ai mon atelier à moi aussi à Calaban où ma porte est ouverte tout le temps, où les gens peuvent venir voir les œuvres. Il y a aussi des espaces qui exposent tout le temps. Parce qu'actuellement, par exemple... C'est chez toi-même à Calaban? J'ai un atelier, c'est pas à la maison, mais c'est pas loin de chez moi. Oui. Super. Et tu n'avais pas fini? Voilà, donc il y a aussi des espaces qui exposent parfois. Je viens de faire partie d'une exposition collective qui était au Blabla et qui est finie il y a près 3 semaines ou 1 mois comme ça. Et ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 mois comme ça. Super. Non, moi je trouve ce qui est malheureux, c'est d'abord la communication autour de ce que nous on fait. Parce que nous, on est un peu leurrés souvent du fait que quand on publie, il y a beaucoup de gens qui viennent commenter. Alors que ces gens-là sont souvent des personnes très proches de nous et qui voient nos publications, mais la majorité
du public, l'autre public en fait, qui n'est pas proche. Qui n'est pas proche. Vous n'arrivez pas à conquérir un nouveau public. Voilà, c'est ça en fait, tu vois. Et tu penses que c'est dû à quoi? Tu penses que c'est dû au manque de récurrence sur les réseaux sociaux ou bien... Pas de récurrence. Ce qu'on fait, c'est très récurrent. Okay. Tu vois, il y a beaucoup d'artistes qui, presque chaque semaine, postent des photos des œuvres. Et comme je te disais, il y a beaucoup qui sont à l'international maintenant, qui font des expos tout le temps, qui sont tout le temps postés, partagés, commentés. C'est juste que la communication, c'est que nous, on fait, moi je le dis tout le temps, un peu à l'occidental, tu vois, parce que, en fait, il faut que d'autres personnes s'impliquent. Par exemple, moi, je donne tout le temps l'exemple des gens qui font les rappeurs, par exemple, et puis les comédiens, tu vois. Pour moi, c'est les exemples que nous, artistes plasticiens, vous devez regarder. Ouais, c'est comme quand tu disais tout à l'heure, quand tu parlais de Basquiat. Ouais. Tu vois, donc, par exemple, quand tu regardes Seko Donko, je sais pas si c'est ça. De Coma, là, le projet de Coma. Je connais pas le projet, mais je vois à peu près. C'est Wairiba ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais quand ils commençaient, c'est eux qui partaient chercher les gens. Je sais pas si les gens s'en rendent compte. Au début, à Badlabougou, c'est eux qui partaient chercher les gens pour venir regarder ce qu'ils font. Mais actuellement, quand il fait un show, les gens, tu vois, les gens sont partout. C'est ce que je dis tout le temps. Il faut à un moment donné que nous, plasticiens, on accepte aussi d'aller vers les gens. D'aller vers les gens, parce que nous, ce qu'on propose, c'est la plupart du temps, c'est dans les murs, tu vois. C'est entre quatre murs, en fait, tu vois. Et quand tu fais ça, les gens qui ne sont pas concernés ne se sentent pas concernés quand ils ne sont pas appelés. Quand ils ne sont pas appelés, tu vois, ils ne viennent pas. Et il faut qu'on propose des choses beaucoup plus outdoor tout le temps, où on est dans les marchés, on est dans les trucs. Vous vouliez d'autres choses aussi à votre domaine? Voilà. Non, ça on le fait. Par exemple, même la dernière exposition qu'on a fait, il y avait plein de trucs. Il n'y avait pas que l'art plastique, il y avait la danse, il y avait d'autres choses, tu vois. Ça fait longtemps qu'on a essayé de faire ça, mais on n'est pas très présent dans les rues. Ça, c'est super important pour essayer de conquérir un public qui ne connaît pas d'abord ce qu'on fait. C'est vrai que quand tu m'as dit que le graffiti, ça rentre par exemple dans le cadre de l'art plastique, aux États-Unis, moi, je me suis retrouvé à être fasciné par les graffitis. Il y a des fois, je vois des graffitis dans des positions où je me dis, comment la personne a pu dessiner ça là? Tu vois, dans les positions, dans les endroits, je me suis retrouvé bêtement à faire des photos de graffiti. J'ai une centaine de photos de graffiti dans mon téléphone, je crois. C'est super intéressant. Et des vidéos aussi. C'est super intéressant. Quand tu arrives en Europe, tu vas être fasciné par ça. Absolument. Et je me disais pas forcément, parce qu'à New York, c'est très présent l'art. Il y a des boutiques comme ça partout. Je me disais pas que j'étais axé ou branché art, en fait. Jusqu'à ce que je me réalise, je me suis assis une fois, je dis, mais je suis en train de m'intéresser à l'art sans faire exprès en plus. En fait, c'est ce qui doit être fait, tu vois, parce que nous, comme je l'ai dit, on n'est pas assez structuré. Il n'y a pas beaucoup de structures ici qui proposent, tu vois, qui proposent ce que nous on fait. C'est à nous de proposer des choses, tu vois, et il y a beaucoup de choses à faire, énormément de choses à faire. Est-ce que tu penses qu'on peut vivre de l'art uniquement au Mali? On peut vivre décemment, c'est vraiment bien vivre, avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui arrivent à le faire, pourquoi pas, si tu t'y mets, pourquoi pas. Tu vois, quand je dis, il y a beaucoup de gens maintenant, il y a quand même quelques personnes, sincèrement, qui arrivent à s'en sortir, quoi, tu vois. Tu vois, qui arrivent à s'en sortir avec ça. Parce que, en fait, souvent, même les artistes font, pour moi, c'est un amalgame. De dire que c'est difficile de vivre de l'art, alors que ces artistes-là, tu vas regarder tout ce qu'ils proposent, entre dans les cadres des arts plastiques. Par exemple, s'ils ne sont pas, par exemple, peintres dans une galerie où ils sont représentés par une galerie à l'étranger, tu vas voir qu'ils proposent des choses, par exemple, des commissions, ils font des portraits pour des gens, ils font des t-shirts, des casquettes, tu vois, ils font toutes ces choses-là, entre d'une manière ou d'une autre dans les cadres des arts plastiques. Donc, forcément, ils vivent de ça. Et ils ne vivent que de ça. L'art plastique, c'est vieux? Très vieux. C'est combien? Pour moi, je ne peux pas dire une année complètement. Mais c'est des siècles et des siècles. Hein, tu vois. La peinture seulement, quand tu prends, par exemple, la peinture classique romaine, par exemple, tu vois, dans les 1600, tu vois, des choses comme ça.
et les Da Vinci, tu vois. Tu peux remonter plus haut que ça. Tu vois. Quand je vois ce que tu veux dire. C'est très vieux. C'est très très vieux. Maintenant, je veux dire, est-ce que ça avait le label d'art plastique à ce temps? Ça avait le label de peintre. C'était pas une discipline complètement, mais c'était des peintres à l'époque. C'était des sculpteurs à l'époque. Et ils étaient, même à l'époque, c'était des gens qui étaient très très prisés. Tu vois, parce que c'était eux qui peignaient les rois, tu vois, c'était eux qui donnaient les traces des événements. Il y a beaucoup d'événements actuellement où on a des visuels, c'est grâce aux artistes plastiques, aux artistes plasticiens. Tu vois. Sans eux, parce qu'il n'y avait pas de photographie à l'époque, sans eux, on n'avait pas d'histoire. Visuellement, on n'avait pas de traces de ces choses-là, quoi. Tu vois. C'est important en plus. Comment ça se fait qu'il y a certaines œuvres que nous ne comprenons pas, que le commun des mortels ne comprend pas, et qui est vendu à des millions de dollars, des milliers de dollars? Comment ça se fait? Comment ça fonctionne? Je pense qu'il y a énormément de facteurs. Énormément de facteurs. Il y a... En gros, pour être plus vulgaire, pourquoi l'art est si cher? Pourquoi l'art est cher? Ou est-ce que l'art est cher plutôt? Est-ce que l'art est cher? L'art est très cher. Ça dépend de quel art, en fait, on parle. L'art est très cher. Tu vois. Mais si on parle de l'art plastique, et que ce soit les tableaux, les sculptures, les raisons qui font que c'est très cher, c'est il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'époque déjà à laquelle l'œuvre est produite, la personne qui l'a produite, les contextes, la matière, l'histoire derrière, tu vois. Il y a tout ça qui entre en jeu. Et la personne qui porte l'œuvre, tu vois. Il y a tous ces aspects-là qui font que l'œuvre va devenir très chère avec le temps, tu vois. Et par exemple, quand on parlait de Basquiat, pourquoi il est cher? C'est parce que Basquiat, ce qu'il proposait à l'époque, il n'y a personne qui proposait la même chose que lui. Qu'est-ce qu'il proposait? Et ses œuvres, ses travaux. Les gens ont la même coupe de cheveux, les gens qui ne le connaissent pas très bien. Le c'était plus du freeform, André. C'était afro, pas afro, tu vois, mais très free. Tu vois. Mais en fait, Basquiat, tu vois, c'était un peu du graffiti, ce qu'il faisait. Mais c'était comme un dessin d'enfant. C'était pas un dessin d'enfant, c'était avec des chiffres, il amenait des éléments. En fait, ce qu'il proposait, c'était beaucoup de contenu. Et ce qu'il proposait, c'était aussi une partie de lui-même, une partie de son histoire, une partie de ce qu'est un négro, tu vois, aux États-Unis à l'époque, tu vois. C'était tout ça que lui il proposait, tu vois, dans un milieu très très blanc, entre guillemets à l'époque, très très richissime, tu vois, donc. Et tout ça qui fait que surtout. Élitiste. Et que lui, il arrive à percer ce milieu-là, à proposer ces choses-là. C'était très important et ça fait que ça devient prisé. Tu vois. Super. Et comment, en tant qu'artiste, le prix de tes œuvres augmente? Il y a l'expérience, il y a les codes. Les codes dépendent aussi du fait que tu vas participer à des projets, tu vois, à des événements. Et aussi la personne qui te porte. Parce qu'il y a beaucoup de notions qui ont changé depuis les Basquiat, les Picasso. Actuellement, t'as fait un grand saut là. Voilà, c'est pas la même période, mais tu vois, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Basquiat et Picasso, ça, c'est pas très très loin. Ah oui? Non, c'est pas très 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 loin. Tu vois. Parce que Basquiat, il est mort, ça fait un bout de temps, il est décédé. Tu vois, mais lui et Picasso, c'est pas très très loin. Tu vois. Mais ils font pas, c'est pas les mêmes. C'est pas le même registre. Voilà, c'est pas le même registre. Picasso, c'était du cubisme. Et Basquiat, il était beaucoup plus dans un truc free, tu vois, un peu. Ce qui s'est dit maintenant, art contemporain, tu vois. Très conceptuel, tu vois, et voilà. Donc, en fait, il y a actuellement aussi, il y a l'aspect conceptuel aussi qui a pris beaucoup de place dans les propositions aussi. C'est ce qui fait que depuis l'arrivée des gens comme Marcel Duchamp, tu vois. Là, je connais pas. Ouais, qui proposent des choses très, très ordinaires, où on parle de ready-made.
Tu vois, par exemple, il peut proposer des installations avec juste une bouteille et avec des choses que les gens voient d'ordinaire, mais avec un conceptuel qui change carrément des choses, tu vois. En fait, l'idée, c'est vraiment de proposer une expérience pour les gens, en fait, quand les gens vont débarquer. C'est-à-dire, ce que les gens vont venir acheter, c'est l'expérience, c'est pas ce qui est là, ce qui est sur place, tu vois. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que, par exemple, les œuvres les plus chères, c'est les œuvres les plus anciennes, généralement, actuellement. Et ces œuvres-là font partie d'un pan de l'histoire. Tu vois, et c'est comme si tu achetais une partie de l'histoire de cette époque-là. Tu vois, c'est comme si tu achètes un témoin de cette époque-là. Réel. Excuse-moi, donc, c'est tout ça qui fait qu'une œuvre peut devenir très chère. Mais après, il y a beaucoup de choses que moi, plasticien, je ne vais pas te parler ici. Donc, les secrets ne seront pas révélés. Ce n'est pas des secrets, mais que les gens connaissent. C'est aussi tous les lobbies qui est derrière aussi la chose. Tu vois, tu vois, il y a aussi qui font que c'est ça le prix, ça prend le prix. Je suis plasticien, mais il y a aussi, tu vois, des gens qui, entre guillemets, qui blanchissent des sous. Ça c'est connu, ça c'est vrai que c'est voilà, il y a tout cet aspect-là qui font aussi ça devient cher. Et quand toi tu le dis, c'est vrai que ça ne sonne pas très bien de la bouche d'un artiste. Il y a tout ça qui fait que, bon, comme on est là pour aussi éduquer un public qui nous regarde, tu vois, parce qu'une œuvre d'art, c'est pas seulement le beau. Tu vois, ça peut être très laid aussi. C'est vrai. Et même laid, tu vois, ça peut être joliment laid, parce que quand tu veux que ce soit laid de base, quand c'est très laid, ça veut dire que c'est très réussi, c'est bien ça. Tu vois, mais ça peut être très laid, ça peut être très vulgaire, ça peut être... Mais tu vois, l'objectif, c'est vraiment de passer des messages, tu vois, de passer des messages et de parler des choses souvent très concrètes, souvent très banales, mais vraiment passer des messages, quoi. Super. Tu me disais que vous collaboriez avec d'autres domaines et tu m'as notamment parlé de ta participation à des clips. Est-ce que tu peux, on va dire, nous parler des projets les plus vus que nous avons le plus vus, mais que nous ne savons pas forcément que c'est toi qui es derrière? Ouais, moi j'ai un peu bossé avec Français. Et Français par exemple le clip d'Erkeb et Sidiki Diabaté. Et tu vois les drapeaux aussi sur le jour de toutes les filles qui ont défilé. C'était moi. Et j'ai bossé sur le clip de Oumou Sangari et puis comment elle s'appelle là, la dame là. Non, Safi. Tu vois, où il y a des zombies qui sont dans les femmes là qui sont un peu. C'est pas trop mon style de musique, j'ai pas vu ce clip, mais bon, je vais aller voir maintenant. J'ai bossé dessus, Debeto. Ça c'est plus mon registre. Ouais, Debeto, tu vois le visage. Avec Feza dans le son Squid Game, non? Ouais, le visage Joker, c'est moi qui l'ai fait. Tu vois, ça c'était réussi. Par contre, c'était vraiment réussi. C'est moi qui ai fait ça aussi. Tu vois, mais au théâtre aussi, j'ai bossé j'ai fait la scéno de Jeanne Diama qui a fait une pièce qui s'appelle Coups humains. Tu vois, j'ai fait aussi les costumes d'une pièce de théâtre qui s'appelle. C'est des gens. Je vais oublier son nom, il va me tuer ici, le président. Et je vois. J'ai oublié le nom de. On va faire un petit vent. Mais dis-moi, monsieur Kébé, Ibrahim Kébé. Franchement, j'aime beaucoup ton nom. Comment est-ce que tu as reçu, parce que tu t'exprimes très très bien. Tu t'exprimes très très bien, c'est limpide. Est-ce que tu as fait des formations pour ça, sur la prise de parole, ou comment ça devient cette aisance à t'exprimer? Je pense que ça fait partie des objectifs. Quand tu décides par exemple, de devenir artiste plasticien aujourd'hui, il y a les préalables aussi, en fait, tu vois. D'accord. Par exemple, quand j'ai dit il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a cet aspect-là aussi qui a changé, l'aspect conceptuel. Par exemple, nous, c'est pas seulement ce que tu présentes comme œuvre d'art, c'est aussi les discours que tu as. Et souvent, la plupart du temps,
un artiste, tu es invité dans des panels, tu dois t'exprimer. Tu dois t'exprimer. Pendant les expositions aussi, il y a des gens qui vont venir regarder ce que tu fais. Et il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus intéressés par les discours que tu as, que par la proposition physique que tu as fait. Et il faut aussi, pour être sincère avec ce que tu fais, il faut être capable aussi d'expliquer aux gens ce que tu fais. Tu vois, et moi, je me suis intéressé à ça, ça fait un bout de temps. Et ouais, j'ai fait un peu de training, pas avec les gens, mais je pense que c'est des choses qui sont disponibles maintenant pour les gens qui ont vraiment envie d'aller chercher ça. Et ouais, je regarde des choses qui se font, je m'entraîne, et voilà, pour voir ce qui s'est fait. J'essaie d'apprendre le max de choses possibles. Parce que ça se voit quand même. Ouais, parce qu'il y a aussi un aspect qui est important pour moi. Ça, c'est pas maintenant, je le fais petit à petit, mais pas maintenant, c'est aussi... Après, c'est la transmission, en fait, tu vois. Tu veux pouvoir enseigner. Je veux pouvoir aussi transmettre à un moment donné ce que j'ai appris dans le temps. Et pour ce faire, il faut être capable de t'exprimer. Voilà, un minimum un peu plus clair avec les gens auxquels tu vas donner les choses. Tu vois. Et voilà. Super. Et quels sont les projets les plus exaltants quels sont tes projets qui ont été les plus palpitants pour toi? Palpitants? Ouais. Et moi, je pense que nous, on avait initié un projet, je vais commencer par ça, qui s'appelait les Quartiers Libres. Quartiers Libres, c'était un projet qui avait réuni beaucoup de notre milieu, tu vois, des plasticiens. On s'était tous mis ensemble comme ça. On s'est mis ensemble, on a fait une résidence, on a fait une création, on a fait une exposition, tout par nous-mêmes. Et on a fait ça pendant 3 ans. Tu vois, pour moi, c'était l'un des projets les plus importants, en fait, tu vois, parce que c'est les plus importants, parce que ces projets faisaient en sorte que des jeunes se sont mis ensemble, tu vois, tout le truc du projet, pour moi, dans tout le processus, tout le processus pour le legacy, après, pour moi, ça c'est très important. Même si on a un peu mis en stand-by ce projet-là, mais c'est un projet très palpitant pour moi, où je me donnais à 100%. Et c'est un projet qui m'a permis, avec mes pairs, qui m'a permis de développer ce que je fais. Parce que avec les gars avec lesquels j'étais, on se permettait de critiquer. J'avais des grands frères avec moi qui disaient ouais, est-ce que tu proposes c'est bien, essaie de voir ceci et cela. Ça m'a permis de me construire aussi. Ok, les critiques, tu vois. Est-ce que les critiques, quelle est la place des critiques dans l'art? Dans l'art? Oui, par rapport à l'ego de l'artiste. Par rapport à l'ego de l'artiste, tu vois, pour moi c'est une nécessité. Tu vois, là, sa place c'est dans la construction même de ta personne. Tu vois, par exemple les critiques, ça te permet de voir beaucoup plus près, parce que souvent on regarde ailleurs en tant qu'artiste. Tu vois, comme tu l'as dit, on a l'ego, on est très sûr de ce qu'on fait. C'est vrai. Et les critiques te permettent souvent de te poser les bonnes questions, tu vois. Et ça te permet souvent l'ego nous empêche d'être un peu plus lucide par rapport à ce qu'on fait. Mais les critiques te permettent de recentrer, de voir peut-être que ce que la personne dit est vrai. Mais après, les critiques, on n'est jamais obligé de prendre les critiques. Mais il faut au moins accepter que les gens critiquent, quoi, tu vois. Ça peut être positif ou négatif, on s'en fout, mais tu vois, il faut les accepter, quoi, tu vois, et faire ce que tu veux avec. Tu vois, moi, je continue à envoyer, malgré que je suis actuellement, Dieu merci, je commence à être à l'international, je commence à être dans des grandes foires. Et je continue même actuellement à envoyer des œuvres à des gars avec lesquels j'ai évolué, à des gars qui sont plus âgés, à des gars qui... Pour avoir leur retour. Voilà, pour avoir les retours, tu vois. Mais après, moi, je fais ce que je veux avec. Tu vois, souvent, ils peuvent me dire, est-ce que tu fais... Moi, je pense que tu dois enlever ça, tu vois. C'est arrivé beaucoup de fois. C'est pas ça le plus important, c'est que je puisse avoir écho de toutes ces personnes qui peuvent me dire, ouais, moi, j'aime ce que tu fais ici, c'est côté. Mais après, la proposition, c'est de moi, en fait, tu vois. Moi, j'écoute Je te demandais ça par rapport au fait que avoir les visions de beaucoup de gens peuvent influencer, te faire dérouter de ton toi, en fait. Et cette influence, à partir du moment où tu entends une critique, elle peut t'influencer.
Non, les critiques influencent forcément, mais moi je pense que tout dépend de comment tu es construit toi-même. D'accord. Tu vois. Parce que en fait, pour moi, depuis tout ce temps, quand je suis venu dans ce milieu-là, les plus importants, c'est de construire toi-même ta propre personne, tu vois. Et c'est ce qui, pour moi, souvent caractérise les artistes, tu vois. Parce que si tu n'es pas fort de caractère, obligatoirement, tu vas être dérouté avec les temps, tu vois. Il faut que tu te dis que tu dois porter des choses. Par exemple, toi, tu portes un message et que tu dois porter le message d'un point X à un point Y. Okay. Et que tu vois, en partant, tu vois les pieds ou bien tu vois, la chose, le moteur qui va t'amener est faible. Forcément, en cours de route, tu vas t'arrêter. Tu vois, il faut que la base soit solide, quoi. Tu vois. Mais après, tu as besoin aussi de prendre ceci ailleurs. Tu as besoin de regarder. Tu as besoin de l'extérieur, de l'extérieur. Absolument, quoi. Ouais. Tu vois, on a tout le temps, voilà, enfermé. Moi, par exemple, j'ai eu cette discussion avec mon mentor. Tu vois, parce que, par exemple, eux, ils demandent à ce que. Par exemple, ce que les jeunes artistes font actuellement, souvent il y a des choses qui sont un peu tendance. Et pour un artiste, souvent ça peut être très problématique parce que si tu deviens tendance, tu vas perdre une partie de ton identité. Tu vois. Mais si tu es trop dans un truc où tu es fermé, tu peux être déphasé de la réalité. Déphasé de la réalité, en fait, tu vois. Parce que nous, ce qu'on fait, les gens disent art contemporain, tu vois. Souvent pour moi qui n'a pas de sens, tu vois. Okay. Art contemporain, ça veut dire c'est un artiste qui fait un truc à l'époque où il est, tu vois. Ouais, ça n'a pas de sens, sincèrement. Je vois ce que tu veux dire. Mais tu ne peux pas faire le truc dans une autre époque. Hein. Est-ce que tu vois un peu Non, mais est-ce que c'est pas plus dans le sens où l'inspiration vient des choses qui ont marqué cette époque-là? Est-ce que c'est pas plus dans ce sens? Bon, je sais pas. Par exemple, il y a des artistes contemporains qui font des choses que, par exemple, d'une autre époque. D'une autre époque, tu vois. Carrément. Ils font du réalisme pur, mais c'est des artistes contemporains. Tu vois. Peut-être le discours qu'ils portent peut être contemporain souvent, mais voilà, ils proposent des choses comme ça. Mais chaque artiste, par exemple, quand tu vas voir un Van Gogh, c'est un artiste contemporain de son époque, tu vois, il ne comprend pas, sincèrement. Je vois ce que tu veux dire. Mais quand tu parles d'artiste contemporain, c'est une leçon qui va plus jamais s'arrêter. Ouais. Tu vois, parce que contemporain, là, non, je veux dire, c'est comme si contemporain, c'est comme si tu étais localisé dans le temps. Et toi, tu donnes plus de valeur à tout ce qui est, on va dire, infini, en fait, on va dire. Voilà. C'est bien ça? Ouais. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, ça vu comme ça. Pour moi, sincèrement, ça. Bon, on est dans ce bail-là. Mais le truc, c'est quoi? C'est que. Il faut que tu sois. Il faut trouver l'équilibre. Ouais. Tu vois. Pour moi, la notion de trouver l'équilibre, même dans les process de mon travail, elle est hyper importante. Okay. Tu vois, trouver l'équilibre, que ce soit dans mes œuvres, que ce soit les process de mon travail, que ce soit les discours. Je pense que la recherche de l'équilibre, elle est hyper importante. Tu vois, tu ne peux pas être aussi enfermé dans un truc où tu te dis non, ce que moi je fais là, si les autres ne veulent pas prendre, c'est leur problème. C'est ce que je propose. Les autres ont quand même une place dans ce que tu fais parce que c'est à eux que c'est adressé. C'est adressé, tu vois. Et ce public-là vit dans une époque, tu vois. Il y a des thèmes qui les intéressent. Il y a des thèmes qui les intéressent moins. Il y a des matières qui les intéressent, il y a des façons de... Par exemple, tu vas voir que actuellement Prenons ton décor maintenant. Le décor que tu proposes là. Oui. Tu vas aller peut-être dans 30 ans en arrière, c'est pas un décor qui faisait vraiment sens pour beaucoup de gens. Non, même maintenant, plein de gens, tu sais, quand je faisais ce mur, plein de gens m'ont dit non, prends un papier peint, c'est vite fait. Est-ce que tu vois un peu? Oui, je prends pas un papier peint, c'est bizarre, c'est pas authentique un papier peint. Est-ce que tu vois? Tu me fais un mur comme ça, tu vois. Donc, voilà, c'est des choses qui sont super importantes, tu vois. Mais absolument, les gens veulent que, par exemple, nous, généralement, en tant que jeune artiste, c'est ce qui nous arrive tout le temps. Par exemple, tu débutes, ce que tu proposes, c'est intéressant. Tu vas voir qu'il y a une galerie qui va te proposer un contrat. Et cette galerie-là, elle a des clients, tu vois. Elle a un carnet d'adresses. Et ces carnets d'adresses-là a des... Tu vois, des styles, des demandes d'artistes, des styles de demande, tu vois. Et souvent, c'est des choses qui nous ont imposées. Et toi, en tant que jeune, tu commences au Mali, tu vends à 100 euros. Tu vois, banalement, les gars t'amènent à 4 000, 5 000, 10 000 euros.
tu vas voir que tu vas réfléchir 2 fois. Est-ce que tu vas pas proposer des t'adapter, tu vois. Et cette adaptation, banalement, peut te désorienter, tu vois, parce que ça va marcher un moment, il va arriver un moment où tu seras face au mur. Tu vois, comment ça face au mur? Est-ce que les personnes vont arrêter d'apprécier ce qu'ils appréciaient déjà, ou ils vont sentir qu'il y a moins de cœur dans ce que toi tu fais? Non, parce que moi, dès le début, je te parlais de la sincérité. Tu vas arriver à un moment donné où toi, tu n'es pas sincère avec ce que tu fais et tu vas te déconnecter. La notion d'énergie, pour moi, elle est très importante pour un artiste, où tu dois être connecté avec ton travail. Tu vois, cette connexion avec ton travail, si tu es déconnecté, tu proposes autre chose pour faire plaisir à quelqu'un, à un moment donné, quand tu es déconnecté, tu vas être obligé d'aller te chercher. Et tu vois, et pendant ce temps-là, tu peux continuer à bosser, mais tu peux disparaître sur le radar, quoi. Et il y a très peu de personnes qui survivent à ça. Est-ce que tu as déjà présenté un travail dont tu n'étais pas fier? Un travail dont je n'étais pas fier. Est-ce que c'était arrivé sous le coup de la contrainte, sous le coup d'une situation? Jamais. C'est quoi? Est-ce que tu as des projets qui t'ont moins plu que d'autres? Qui m'ont moins plu? Le rendu final. J'ai des travaux qui m'ont pas plu. Que je mets à côté pendant 1 année, 2 ans, que je touche pas. Tu vois, parce que ça me parle pas. Même actuellement, j'ai une œuvre dans les studios que j'ai commencé bien avant les œuvres que j'ai envoyées à Lisbonne, mais qui est tout en livre, n'est jamais fini, qui est là-bas, qui m'a pas plu du tout. Mais par exemple, quand un travail ne me parle pas, la plupart du temps, je préfère. Tu préfères te réserver. La communication. Ça fait partie de la sincérité, en fait. Quand tu es sincèrement sincèrement confiant par rapport à quelque chose, tu le présentes. Et tu as fait combien de pays au total? Combien de pays actuellement? Oui. Non, j'ai fait que 3 pays en dehors du Mali. Ok. Tu vois, 3 pays. Et comment tu te vois, dans quelle position tu te vois dans 15 ans? Dans 15 ans? Est-ce que tu as déjà fait une projection de ce genre? Non, bien sûr. Moi, j'ai fait tout le temps la projection depuis que j'étais à l'école. Mais les gars avec lesquels j'ai fait l'école peuvent te le dire. Mais je fais tout le temps des projections. Déjà à l'école, je me disais que il faut que 2-3 ans après l'école, je sois connu au Mali, tu vois, en tout cas dans mon secteur, dans mon milieu, et que après 5-10 ans après, que je sois connu à l'international, tu vois. Donc je fais tout le temps des projections, genre. Mais comment tu fais est-ce que tu fais les photos de tes sculptures? Ouais, absolument, c'est important. J'ai les images de tout ce que je fais. Est-ce que tu fais des photos de toi-même? De moi-même? Ouais, des photos de toi-même avec tes sculptures. J'en ai quelques-uns. Ça arrive. Bon, je le fais de plus en plus maintenant. Comme je suis à l'international maintenant, c'est hyper important quand tu es à l'international de communiquer dans ce que tu fais. Donc souvent, ça m'arrive quand je suis au studio tu fais quel type de photos? Tu fais des photos de présentation simple, on voit l'œuvre dans tous les angles, ou bien tu fais des photos à peu près dans un décor pour que la photo elle-même ait un rendu artistique? Non, je reste sincère en fait. Je suis en train de bosser, je fais des shoots directs. J'ai mon assistant, il y a mon neveu qui est mon assistant, Moussa Koulibaly, que je salue ici, c'est mon neveu à la maison. Mais c'est quelqu'un qui m'aide énormément. Moussa Koulibaly clair? Non, c'est un petit. Non, lui il est très noir. Il est très noir. C'est pour ça que j'ai taquiné les 2 Moussa là, parce que les Moussa de chez moi là, c'est chaud avec lui quoi. Nous on a un Moussa qui s'appelle plus Moïse, tu vois. Ouais. Non, peut-être que il a un ballon. Ah ouais? Ouais, Moïse il a un ballon. Moïse avait un bâton dans l'histoire, lui il a un ballon. Ah ouais? Non. Moussa, bon, c'est mon neveu qui est mon assistant, qui m'aide beaucoup. Donc souvent ça m'arrive de lui donner le téléphone, faire une photo de ça. Tu vois. C'est aussi pour la communication dans le temps, tu vois. Parce que peut-être dans quelques années, comme tu fais pas les projections, souvent tu te projettes, tu te dis. Peut-être qu'il y a un interview sur toi, peut-être dans 5 ans, 10 ans. On se dit qu'on va avoir un président ici un jour. C'est ce que nous on va avoir. Ah ouais? On va avoir le président. En fait, on essaie ici de construire une crédibilité qui fait que, au-delà du nombre de vues, c'est pas qu'on ne cherche pas le nombre de vues. J'aimerais bien, par exemple, que ce podcast fasse genre un truc de 20 000 vues, 30 000, 40 000. Mais avoir cette crédibilité dans le sens où quand tu passes dans l'escapade, ça veut dire quelque chose. Et quand tu viens ici, c'est sûr que
tu vas participer à quelque chose d'éducatif et d'informatif pour de vrai. Ouais. Tu vois, pas dans le sens de tromper les masses. Ouais. Non, je pense que vous avez commencé à gagner chez Paris là. Comme je l'ai dit, c'est l'une des raisons pour laquelle moi je suis là. Hein. Ouais. Tu vois, c'est aussi cette question d'archivage, tu vois. Ouais. Parce que c'est une question qui est super importante. Par exemple, nous, les anciens qui sont passés, si tu cherches des archives de ce qu'ils ont fait, tu vas avoir des petites photos, souvent prises par quelqu'un qui est passé par l'atelier, qui a fait un shoot, un truc. Tu sais ce que je voulais te proposer en fait? Ouais. Est-ce qu'on ne peut pas faire dans la semaine qui vient, si tu peux ramener tes œuvres, nous on fera des photos ici au studio. Ouais. Moi, ça me fera une première expérience d'avoir de prendre des œuvres d'art en photo. Ouais, il n'y a pas de ça, moi, ça, il n'y a pas de souci. Moi, ça me plairait beaucoup. Ouais, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Super. Avec plaisir. Et, ok, au-delà, tu n'avais pas fini la projection. Ouais, projection. Ouais, non, moi, je fais tout le temps les projections. Tu vois, donc, souvent, c'est les paris que tu gagnes, souvent, tu gagnes pas des paris, mais c'est tout le temps bien de faire des projections, comme ça, tu sais comment y aller, en fait, tu vois. Parce que si tu veux pas les projections, les choses vont tomber dessus. Et après, tu sais pas comment t'en sortir. Mais si tu fais les projections, tu es mieux outillé en fait pour faire face à certaines choses. Voilà, donc dans 15 ans, bon, je me vois dans la continuité de ce que je suis en train de faire maintenant, dans les musées, dans les grandes foires internationales. Hein. Super. Tu vois, j'ai eu la chance cette année d'être dans un musée à Lisbonne, dans la musée de l'eau de Lisbonne. Okay. C'est un groupe show, mais dans 15 ans, je me dis, je suis en train de faire un solo show dans un, pourquoi pas à la MoMA, tu vois, Museum of Modern Art, tu vois, pourquoi pas là-bas, tu vois, On va dire, les gars, mettez MoMA en commentaire si vous regardez le podcast. On va chercher le mot. Et franchement, moi, je trouve que c'est super intéressant. Quelles sont les destinations quels sont les pays que tu aimerais visiter par rapport à la valeur ajoutée pour l'art? Et visiter pour visiter. Visiter pour ta vision artistique, pour l'histoire du pays. Est-ce que ça représente dans le monde de l'art? Des pays qui représentent pour construire ma vision ou bien pour les deux, pour construire ta vision et pour ce que le pays a comme histoire par rapport à l'art. En fait, déjà, moi les visites pour me nourrir, sincèrement, moi, c'est ici, en fait. Okay. Au Mali, ici. Ouais, parce que par rapport à des inspirations, tout ça, parce que moi, dans ce cas des régions. Moi, les pays de Gond est ouf. Ok. Tu vois. Parce que moi, j'ai des œuvres où j'ai beaucoup parlé des Dogons. Tu vois, c'est surtout les Sirius. Le fait que les Dogons étaient capables d'observer Sirius depuis combien de temps. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de notions dans l'astrologie, en fait, de base. Ouais. Donc, il y a même des documents là-dessus, il y a des documentaires et des livres là-dessus. Il y a un livre, par exemple, qui est super, super intéressant, tu vois, ça s'appelle Le Renard Pâle, qui est super intéressant, sur les Dogons et le fait qu'ils étaient... Tu sais ce qui me brise le cœur un peu, c'est que la plupart de ces livres-là sont faits par des étrangers. Ouais. Donc, les étrangers portent un œil plus intéressé à notre art et notre culture que nous-mêmes. Et c'est quand eux ils présentent ça d'une manière que nous aussi, on va aller chercher ça encore. Ouais. Et c'est un travail qui nous échappe sur deux tableaux en fait. On peut juste se retourner sur nous-mêmes un peu. Non, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de travail à faire par nous-mêmes, surtout les jeunes. Ouais. Et c'est même pour ça que nous on avait initié c'est un cours de construction, on avait initié un talk pour essayer de fédérer d'abord les jeunes par rapport à ces choses-là. Par rapport à l'art? Pas seulement, l'art, surtout l'art, tu vois, mais toutes les disciplines, tu vois. Ok. Mais par exemple, pour qu'on puisse se connaître déjà, et puis que chacun puisse connaître, savoir que, par exemple, que Steve est intéressé par ça, ça et ça, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce que Steve peut faire avec telle personne, tu vois. Essayer de faire des réseautages. Les réseautages, surtout après, s'attaquer à ces problématiques-là, quoi. Parce que, mine de rien, par exemple, moi, quand je te parle de ces livres-là, ces livres sont intéressants, tu vois, pour apprendre des choses. Mais il y a aussi le revers du médaille, parce que c'est vu par un œil occidental. C'est vrai. Tu vois. Il y a aussi des aspects, moi, qui me dérangent, tu vois, parce que
Par exemple, il y a un autre livre que moi j'ai beaucoup utilisé quand je faisais ma dernière exposition, qui est fait par Germaine Dieterlin et puis Youssouf Tata Sissoko, et Cissé, pas Sissoko, Youssouf Tata Cissé, qui s'appelle Les fondements de la société d'initiation du Common. Par exemple, ce livre-là, elle est très intéressante, mais il y a un truc qui m'a tiqué, c'est que les personnes qui ont été sollicitées pour faire ce livre-là, c'est des chefs communs, tu vois, c'est des initiés, c'est des trucs. Donc, ils voient un livre authentique, en fait. Tu vois, mais... Tous les livres sont authentiques. Est-ce que tu vois un peu? Mais nous, bizarrement, ça va être très difficile d'accéder à certaines informations qui sont dans ces livres-là. Je ne sais pas si je comprends. Quand tu regardes les documentaires, par exemple, sur le tas Sirius, le Renal Pal, tu vas voir que Germaine, elle est partie juste chez le Ogon. Et ce n'est pas tout le monde qui voit le Ogon. Et les femmes ne sont même pas autorisées à aller voir le Ogon. Tu vois, et Germaine, c'est une dame. Tu vois, c'est des choses personnellement qui me dérangent, mais qui font partie de notre histoire, tu vois. Mais c'est à nous de nous approprier de tout ça, parce qu'il y a des faits qui sont déjà établis. Mais qu'est-ce que nous, on peut faire de tout ça? Pour moi, ça, c'est la question, tu vois, que nous, on doit répondre. C'est important, parce que j'ai même vu la semaine passée qu'on avait arrêté d'enseigner l'histoire de France. Ouais, c'est cette semaine. Ah ouais, j'ai une très mauvaise notion du temps, excuse-moi. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça, parce que en réalité, on a une histoire ici. Celui qui a l'école nous donne les outils d'apprentissage qu'il faut, celui qui veut plus tard apprendre l'histoire de la France, de la Chine. Moi, je suis très intéressé par l'histoire du Japon, par exemple. Il doit pouvoir. Mais apprendre notre histoire ici, pour moi, ça devrait être une obligation. Obligatoire. Ça devrait être une obligation. Non, moi, je suis du même avis que toi. Je suis très content que ça s'est passé. Mais moi, j'ai pas vu la réponse en face. J'ai vu qu'on a stoppé d'enseigner ça, mais on va remplacer par quoi? Il faut qu'on nous le dise aussi. Bah oui. Moi, ça c'est un aspect. J'ai pas réfléchi à ça. C'est un aspect qui est hyper important. Tu vois? Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? J'espère qu'on va pas mettre l'histoire de la Russie à la place. Non, on va mettre l'histoire du Mali. Mais ça nous replonge dans un autre aspect, le fait que on doit aussi... Par exemple, on a des histoires qui sont enseignées par rapport, par exemple, à l'Empire du Mali, un truc. Mais c'est des tout petites leçons de quelques... Ça doit être documenté, Il y aura plus de travail de recherche. C'est vrai que... C'est ça la chose à faire. Tu as vu, par exemple, je ne sais pas si tu t'intéresses à peu près aux jeux vidéo. Les God of War, tout ça. C'est des gens qui arrivent à rendre leur histoire belle. En fait, tu n'as même pas le choix, tu as envie d'aller chercher. Mais absolument. Là, je joue à Sun Wukong depuis 3 jours. Je suis complètement malin à l'eau. Là, tout de suite, je regarde l'heure, je me dis après le podcast, je m'en vais jouer. Et quand je fais le jeu, j'ai découvert un truc sur les écrivains chinois. C'est que eux, ils ne sont pas responsables. Sur la Chine, c'est que un écrivain chinois n'est pas responsable du fait que tu comprennes son œuvre. Tu vois, quand lui il fait une œuvre, c'est à toi d'aller chercher. Lui il fait des placements d'idées, des suggestions, il propose des choses. Il propose des petites choses pour que toi tu ailles chercher l'histoire complète. Tu vas jouer à Sun Wukong, tu vas le finir, tu vas rien comprendre. Tu vois, et cette recherche là, c'est pas comme si tu m'avais dit ok, le jeu me donne envie d'aller chercher et je vais chercher tous les jours. C'est exactement ce qu'on doit faire. C'est que heureusement, actuellement, on a tous les outils pour aller vers ces choses-là. Tu vois, moi, par exemple, quand on parle de l'Empire du Mali, moi, avec des gars autour de moi, souvent, quand on discute de Sundiata, par exemple, tu vois, les gars me disent ah, mais tu es Sundiata, Ezra Djubo. Tu dis, mais comment c'est possible que les gars, vous limitez à ça? C'est quelqu'un qui a dit, toi là, imagine quelqu'un qui a dans toute son histoire, tu vois, il a fait combien il est parti dans combien de batailles? Ça ne dépasse pas les 3 batailles. Ça dépasse maximum, c'est 3 batailles. Tu vois, le fait de ça représente quoi dans l'histoire de Sundiata? Absolument rien. Tu vois. Après, tu prends pour quelqu'un qui a une très faible connaissance, voilà toute l'histoire en fait. Est-ce que je suis un peu va se limiter à ça? Voilà toute l'histoire.
regarde, le gars, il a pu réunir combien de petits royaumes et il en a fait un empire. Et cet empire-là a pu exister pendant combien de temps? Et cet empire-là, il y a Kankou Moussa qui est sorti de cet empire-là, qui a fait qui continue à influencer toute l'histoire de l'humanité. Ça énerve beaucoup les jeunes. Ça énerve beaucoup nous les jeunes qui n'avons pas cette culture. On dit simplement que voilà, il a amené notre or. Voilà, mais il y a une partie qui est vraie parce que tu vois, à cause de lui, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Mais quel qu'en soit, mais tu vois, ces gens-là ont pu faire qu'on existe. Tu vois, parce que la notion d'existence, elle est hyper importante dans tous les aspects de la chose, tu vois. Même, on peut même parler de l'histoire contemporaine du pays, tu vois. La notion d'existence, je pense que pour un individu, c'est aussi important pour un État. Tu vois, la notion d'existence, elle est hyper importante. Tu vois, même en tant qu'artiste, moi je le dis tout le temps, si tu n'existes pas, comment si tu n'existes pas, il n'y a rien. Il n'y a rien en fait, tu vois. Et pour exister, il faut avoir une identité. Tu vois, par exemple, l'escapade, tu vois, c'est tout ça. Tu vois, il y a les décors, il y a parce que c'est Steve qui présente, il y a tous les trucs que vous proposez. Il y a aussi aujourd'hui, il y a King's Corner. Il y a King's Corner qui est là et tout. Et il y a tout ça qui fait que Escapade se différencie des autres podcasts et des autres propositions qui sont sur place. Tu vois. Donc, tout ça fait partie de notre histoire. Tu vois un peu. Donc, voilà, c'est apprenons notre histoire. Apprenons vraiment notre histoire, quoi. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire. Maintenant, il y a le développement de l'IA, tout ça, et tu as parlé de certains domaines que moi je ne soupçonnais même pas qui étaient du ressort de l'art plastique, notamment la photographie un peu. Est-ce qu'il y a une place pour l'IA dans votre univers, dans ton univers? Moi, je l'utilise. Ah oui? Comment tu fais? Déjà, moi, l'IA déjà, pour commencer déjà, c'est un outil. Tu vois, et c'est un outil de notre époque. On parle d'art contemporain. Non. tu vas devoir laisser ces gens. Hein? Donc, en fait, c'est un outil. Moi, souvent, avant de réaliser les œuvres, souvent, ça m'arrive de générer des images. Comme on parle de projection aussi. Tu vois. Par exemple, souvent j'écris des choses, j'essaie de me projeter par rapport à une thématique, j'essaie de me projeter et je fais des propositions, je fais des compositions, je fais des trucs avant de réaliser les trucs, tu vois. Mais est-ce que tu penses que ça ne va pas tuer un peu la créativité, le fait d'utiliser l'IA à un certain extrême? Est-ce que tu penses que ça représente un danger pour l'art? Personnellement, je pense que tout dépend de comment tu l'utilises. Par exemple, pour un artiste et comme moi, si tu décides de générer des images par l'IA, que ce soit seulement ces images que tu utilises, d'utiliser l'IA pour générer ton discours, tu vois, pour que l'IA fasse tous les trucs en place. Il n'y a pas à chercher, c'est l'IA qui fait tout le truc à la place. Tu n'es pas un artiste, tu utilises l'IA, tu es un prompteur. Mais tu es un prompteur, mais à moitié. Par exemple, pour un plasticien, l'IA n'est pas jamais tout faire à ta place. Par exemple, pour dessiner, c'est pas l'IA qui va dessiner ton truc à ta place. Pour peindre, c'est pas l'IA qui va mélanger ta peinture à ta place. Imagine un peu maintenant. Tu fais juste un bras robotique avec le bon mappage et l'IA génère une image et tu codes pour que le bras robotique il dessine. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais avec le temps, peut-être que ça peut arriver. Mais actuellement, à notre époque, je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Non, je pense qu'il faut juste y penser. Moi-même, si j'étais resté dans le domaine, je pense que j'aurais pu faire ça. L'IA, c'est vraiment une vraie question. Et je pense que les gens qui disent que c'est problématique, je pense qu'ils sont... On peut l'entendre. Hein. Je pense que ils sont pas dans les torts. Pour tout ce qui peut... Parce que ce qui fait vraiment un artiste, c'est aussi l'humain qui est derrière les travaux. Et je pense que cet aspect-là, elle est hyper important. L'humain qui est derrière, si tu deviens trop machine, ça va même tuer l'émotion que tu as envie de créer derrière. Les machines n'ont pas d'émotion. Voilà, les machines n'ont pas d'émotion, tu vois. Donc l'énergie que l'humain doit transmettre dans l'œuvre va disparaître avec le temps. Ça c'est forcé. Tu vois. C'est une vraie question qui est là. Mais maintenant, comme je l'ai dit, il faut tout le temps chercher à trouver l'équilibre
dans toutes ces choses-là, quoi. Et ces choses-là, c'est dans la durée que ça va se faire. En plus, ça peut beaucoup aider dans le travail de recherche, comme tu l'avais mentionné. Oui. Ouais. Parce que mine de rien, on impose beaucoup de choses aux artistes plasticiens actuellement. Tu vois, par exemple, il te faut... La plupart des œuvres que tu produis, il faut tout dire, quoi. Tu vois, et ça force beaucoup de jeunes à ceux qui ne sont pas dans une dynamique de faire beaucoup de recherches, entre guillemets, à mentir beaucoup de temps. Tu vois. Parce que mine de rien, tu te pièges, en fait, tu vois. Parce que là, on va dire que c'est ça, toi, tu vas dire non, c'est à cause de ceci, j'ai réalisé ça, tu vois. C'est pas sincère. Et avec le temps, tu vas t'enfermer dans un gouffre où, avec le temps, les gens vont découvrir que tu étais dans du fake. Et ça, c'est pas bon dans... Tu l'as même dit au départ, la sincérité. La sincérité, elle est très importante. Parce qu'un artiste, comme je l'ai dit, ça se construit dans le temps. Et avec le temps, tu construis aussi une réputation. Une réputation, absolument. Surtout une réputation. Surtout. Alors, Monsieur Kébé, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses. Je pense que si on nous laisse là, on pourra parler encore toute la soirée. Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'on a mentionné beaucoup de thématiques, mais est-ce qu'il y a une thématique que tu aurais voulu qu'on mentionne dont on n'a pas parlé? Je sais pas. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, surtout quand je vais dans ce genre de cadre, dans ce cadre, c'est parler du cadre du Mali, tu vois, parce que nous, ce qu'on fait, c'est pas très connu ici. Malgré qu'il y a beaucoup de jeunes, comme je l'ai dit, qui commencent à être à l'international, qui commencent à proposer des choses intéressantes, tu vois. Et moi, personnellement, avec certains, dans nos discussions, je pense que le challenge de notre époque, c'est vraiment être capable de créer un petit marché local. Tu vois, parce que c'est aussi ça qui est important. On peut exister partout parce qu'il y a actuellement un débat qui est très actuel, le fait de rapatrier les objets d'art qui ont été déportés à l'Occident. C'est vrai que quand tu as parlé tout de suite, avant que tu ne finisses, quand tu as parlé de faire un marché local, je ne sais pas pourquoi j'ai directement pensé au tourisme. De faire venir d'autres gens. Les gens viennent pour voir Tombouctou. Les gens venaient, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je sais que plus jeune, beaucoup de gens, c'est pour ça que je le dis. Et l'art peut être un vecteur très important dans le tourisme. Absolument. Il y a beaucoup de gens. Par exemple, quand tu prends Dakar, il y a la Biennale de Dakar. J'ai dit peut-être l'art est un vecteur très important dans le tourisme. C'est un vecteur. Tu vois, par exemple, même la rencontre des photos de Bamako. Tu vois, si c'est pas parce que le contexte est un peu compliqué, il y a combien de personnes qui venaient? Il y a beaucoup de gens qui venaient juste pour ça. Ils venaient pour la semaine professionnelle. Il y a des gens qui venaient de partout dans le monde, qui venaient pour voir. Mais pour les gens du Mali, pour les Maliens lambda, mais tu vas te poser la question, c'est quoi la rencontre de Bamako, le biennale de la photographie. Les gens ne connaissent pas. C'est vrai, tu vois. Il y a tout le temps ce challenge-là qu'on a de pouvoir vendre ce qui se fait localement. Ce qui se fait localement, tu vois. Et pour moi, c'est ce qu'on m'a amené. Je pense que parler de ça, ça c'est super important. Tu vois. Partir sans parler de ça, pour moi, c'est ce qui peut être important. Tu vois. Et pour ce faire, je pense que c'est à nous de nous activer, quoi, parce que comme je l'ai dit, on n'est pas assez structuré pour faire à ça. Et quand on n'a pas de structure en place, par exemple, dans les autres pays, tu vas voir qu'il y a beaucoup d'émissions, des magazines qui sont consacrés à ça. Carrément. Il y a beaucoup de cadres qui sont créés. Il y a aussi des structures qui sont en place qui font que ça. Par exemple, quand tu parlais du fait que quand tu es sorti, tu as vu aux États-Unis qu'il y a beaucoup de... Tu vas voir qu'il y a des boutiques. À New York, il y a toutes des petites galeries d'art, des grandes galeries d'art. Tu vois un peu. Donc, c'est impossible de passer sans voir. Tu vois, tu es obligé de consommer. Mais tu consommes déjà. Tu consommes déjà et ton attention est attirée, en fait. Tu veux savoir ce que c'est. Absolument. Moi, je suis même allé rentrer dans une boutique de tarot. Je pensais que c'était une boutique d'art, en fait. Tu vois. Et donc c'est ça. Après, c'est ça. Bon, c'est à nous de faire ce travail-là. Parce que comme on n'a pas autant de structures qui font ces choses-là, c'est à nous aussi de faire des propositions, d'aller vers le public, de les expliquer ce qu'on fait, d'expliquer l'importance. Par exemple, il y a une partie qu'on a peut-être pas dit, une œuvre d'art peut se monnayer dans les banques. Tu vois. Les artistes qui ont des œuvres qui sont dans les ventes aux enchères.
pas seulement les ventes aux enchères, par exemple, si tu as une œuvre d'art, c'est comme si tu as... tu peux le déposer en échange d'argent à la banque. Voilà, je n'avais pas compris, excuse-moi, je commence à être un peu lent. Donc, il y a cet aspect-là, où on ne sait pas. Tu vois, s'il y a quelque chose qui est rentré dans l'œil? Non, ça m'arrive, j'ai un cil qui est cassé dans mon œil. Tu vois, non, ça m'arrive souvent. Tu vois un peu. Donc, ça se fait. Si, par exemple, si nous, jeunes, on arrive à convaincre des grands patrons ou des jeunes patrons maliens du fait que collectionner peut apporter des choses demain, pourquoi pas? Si c'est intéressant, ils vont s'y mettre. C'est un travail à faire. C'est un travail à faire. C'est à nous d'aller chercher ces gens-là et de les convaincre. C'est vrai. Et si on refuse de le faire, il n'y a personne qui fera ça à notre place. C'est pas possible. C'est vrai que il y a tellement de possibilités. Il y a des deals à faire avec les hôtels, les trucs en place, où c'est des choses qui se font ailleurs, où les gens peuvent louer des œuvres d'art. Tu vois, par exemple, si quelqu'un a un espace, un hôtel, où il y a les murs sont vides, on peut venir, on fait un deal, les gens vont venir déposer les œuvres. Tu vois, tu payes monnaie une somme forfaitaire. Tu vois, tu n'achètes pas l'œuvre, mais tu peux le louer pendant un certain temps. Ça permet à l'artiste en fait de pouvoir rentabiliser son art, et le jour où il voudra vendre, il peut bien le remplacer par une autre œuvre d'art. Tu vois, c'est ça. Non, tout ça, c'est des choses à faire que nous, on réfléchit et on essaie de trouver les cadres pour ça, pour les proposer. Tu vois, parce que comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont à l'international, mais tout le monde ne sera pas à l'international. Ça, c'est... Si tout le monde est à l'international, ça va tuer le marché local. Tu vois. Donc, il faut créer un marché local pour nous-mêmes. Et aussi, par rapport à cet aspect-là aussi, où on se plaint que on a déporté tous les objets d'art à l'étranger, mais c'est la même chose qui s'est fait maintenant. Tu vois, tous nos œuvres au lieu où les œuvres d'art vont être vendues à l'extérieur, maintenant c'est les artistes qui veulent aller vendre à l'extérieur. Parce que l'extérieur a montré plus d'intérêt. C'est ça. Si nous, on arrive aussi à comment dire, à vendre des œuvres ici, si Captain décide demain de devenir collectionneur, puis tant mieux. Qu'est-ce qu'il faut bien vouloir collectionner? Ça va venir, je vais réfléchir. Non, on va à part les babies. Vas-y, fille. Pas bad. Ouais, mais voilà, mais ça sera top d'avoir un petit marché local où on peut vendre des jeux aussi. Ça permet aussi de permettre à l'artiste d'être autonome. Tu vois, c'est super important parce que nous, on est souvent bombardés par des propositions. Si tu n'as pas d'autres propositions à l'interne, tu es obligé d'aller. Tu vois, souvent à ton dépend. Tu vois. C'est vrai. Alors, je pense que c'était très important à souligner les perspectives du métier d'art et de l'art plastique, c'est bien ça? Ouais. Alors, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu veux souligner spécifiquement? Pas souligner, mais remercier. C'est important. Tu vois, je pense que moi, si j'accepte de venir souvent dans les événements, c'est surtout le fait que la personne qui propose la chose propose des choses intéressantes. Tu vois, ça c'est un cadre qui est super important pour moi. Je pense que l'Escapade propose des choses intéressantes, sincèrement. Et c'est pour ça qu'on est là. Et il y a aussi le fait que je fais un métier qui n'est pas très connu. Et si discuter peut permettre à 2-3 personnes de savoir ce qu'on fait, tu vois, tant mieux. Je suis c'est tout le temps là. Pourquoi pas une centaine de personnes, tu vois. On va espérer et nous aussi on va travailler dans le sens où on aura vraiment l'espace pour pouvoir promouvoir des choses intéressantes. L'Escapade a été créé pour ça en fait. C'est de sauter dans les univers intéressants. Et non, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Donc vraiment ça, te remercier pour l'invitation déjà et remercier l'équipe, les Demoussa. Et voilà quoi, pour l'invitation et puis pour l'accueil et puis tout le reste, tu vois. Super. Ouais. Et merci à toi d'être venu. Vous savez les gars, dans cette période de pénurie de carburant, quitter Calaveran et venir ici, c'est pas simple. C'est pas simple du tout. Moi, je réfléchis à 2 fois en fait quand je dois aller quelque part. J'essaie de rester à la maison, de venir au studio uniquement. Donc merci à toi, boss. Non, c'est un plaisir. Alors les gars, si vous êtes venus jusqu'ici, on vous remercie vous également. Sans vous, pas d'escapade. Ouais. Non, je rigole. Sans eux, il y a une escapade, il y a une équipe. Peut-être qu'eux, ils ne peuvent pas regarder, mais il y aura quand même une escapade. Non, mais c'est pour ça qu'ils sont là aussi. Merci aux followers. Merci les gars. Ouais. Et
On va donner le maximum de force et on va partager les réseaux de BM Québec s'il y a des images. Ce qui est sûr, c'est que nous, on fera un photoshoot des heures dans la semaine, boss. Sauf si tu nous fais un faux bon. Non, je ferai tout pour être là. T'inquiète. Super, les gars. Alors, prenez soin de vous. À une prochaine fois dans les escapades. Yep.